On dit comment, Vermeeren ou Vermieren? Vermeeren. Très bien, oula, avec le petit accent flamand. We hebben Ying elkaar geschlagen. Ceux qui ont fait néerlandais LV2 le savaient déjà, mais vous savez désormais tous comment dire on vous a botté le cul en VO aux supporters de l'Ajax. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 4 de Retour du Stade, le podcast qui traite de l'actualité du seul olympique français qui score des points au coefficient UEFA. Et avec moi, écoutez, comme chaque semaine, le trio magique. Alors choisissez qui de vous trois veut faire Vermieren, Riley, Højbjerg ou autre. Mais l'épisode bonjour à 4, tous les Max. Là. trois. C'est l'épisode 4 et t'as mis la barre déjà extrêmement haute. Comment tu vas gérer les intros des épisodes suivants? C'est la question que je me pose tout de suite. C'est beaucoup de travail. C'est une semaine de travail ou presque à chaque fois. Donc, on va voir. Franchement, je sais pas. Comment vous allez? Super bien, sincèrement. Comment ne pas bien aller après une telle semaine? Qu'est-ce que tu en penses, au petit? Magnifiquement bien, hein. On est même plus dans... On n'attend même pas les matchs comme quand on a des contre-perfs. Parce que quand il y a une contre-perf, j'attends le match d'après pour avoir du bonheur. Là, c'est le bonheur, c'est tout. Le prochain match, il va arriver. On attend patiemment. On n'est même pas pressé. Ouais, il y a un grand soleil, les oiseaux chantent, tout va bien. Est-ce que c'est pas d'ailleurs les 2 meilleures semaines ou presque depuis bien, bien, bien longtemps, les 2 semaines consécutives, les meilleures? Je pense qu'on n'en est pas loin. On trouvera pas trace d'une séquence de 8 jours où on bat le PSG à domicile en Ligue 1 et on met 4-0 en Ligue des Champions à une équipe avec une étiquette de grand club européen. Donc ouais, effectivement, j'ai pas de trace de ce souvenir-là. Et d'ailleurs, le 4-0 contre l'Ajax, il y en avait un seul d'entre nous qui l'avait vu. Bravo Marwan, parce que celui-là, Opti avait dit 5 du coup, ça aurait pu. En Mais plus, il a dit ça, 5 juste par surenchère pour Marwan pour Surenchère. légitimer son statut d'optimisterie. Mais Son, qu'est-ce que tu nous as fait? Écoutez, les amis, pas peu fier et en toute transparence, c'est moi qui ai demandé à être mentionné dans l'intro parce que ça m'arrive pas souvent de gagner des concours de pronos et j'ai bien l'impression que je mène la danse, les amis. Complètement en haut du classement. D'ailleurs, on a tous fait 6 sur 6, hein. J'ai les scores là, sous les yeux. La semaine dernière, on avait pronostiqué 2 victoires, celle à Strasbourg et celle, contre l'Ajax. Celle à Strasbourg, il y avait que moi quand même qui avait vu le 1-2, mais vu que je suis très en retard sur ce petit jeu des pronos, je vais pas non plus, me vanter plus que ça. On peut avoir un petit état des lieux du classement à date là? Le classement à date, vous êtes largement devant, 1 Marwan, 2 Opti et Younes ex aequo et moi derrière parce que je suis un peu pessimiste dans l'âme et il y a des choses que j'avais pas vues comme, ce Comme bon quoi, résultat contre le Paris Saint-Germain. effectivement. Je vais vous donner la parole d'ailleurs, Opti et Younes, vous étiez au stade hier, avant de rentrer dans le vif du sujet, si on parle juste de l'ambiance, avant, pendant, après, comment vous avez vécu cette soirée? Je vais prendre la parole en premier parce que on va dire que je suis dans la partie du stade plus actrice de l'ambiance du Vélodrome, même si nos amis de la haute en latéral peuvent se joindre à l'ambiance sur les. Si c'est à ce compte-là, je te coupe parce qu'on a le droit à la parole aussi. On a été à la hauteur hier en latéral Oui, et tout le j'allais stade était justement à la hauteur. dire que dans ces grandes soirées européennes, les Ghanais et Jambouins savent se joindre à l'ambiance. Et sinon, il y a un truc vraiment sérieux à dire sur l'ambiance, c'est que depuis le début de saison, il y a beaucoup plus de coordination entre les groupes, qu'il y a souvent un truc qui a été décrié par les spectateurs télé qui disent qu'il y a souvent un brouhaha à télé. Là, pour m'être refait le match sur Canal+, c'est quand même bien plus impressionnant et ça retranscrit bien plus la réalité de ce que c'est le Vélodrome sur ces soirées-là. Donc c'était franchement, je pense que le stade a été à la hauteur de l'équipe, de ce qui s'est produit sur le terrain et aussi un grand chapeau à l'OM et à la direction parce que je pense que les communions en bas des 2 virages, c'était déjà une habitude avec le virage sud, mais cette année, ils font aussi l'effort de le faire avec le virage nord et je pense que c'est incarné à la fois par un Benatia qui a un rapport, à la ville particulier et au club et un De Zerbi, qui a plus besoin de démontrer son rapport au petit peuple et au mouvement de supporters en général et je pense que de ces 2 mecs-là viennent le fait que le groupe vient aussi célébrer en bas du virage nord et quand tu es dans le stade, de les voir en bas du virage post-match et célébrer avec toi,
tu te sens encore plus proche de ton équipe que tu aimes déjà beaucoup. Donc Alors, c'est plutôt agréable. il y a des clubs pour qui c'était, une clause contractuelle pour les joueurs pour débloquer certaines primes. J'ai l'impression qu'ici ça transpire quand même la sincérité et effectivement, c'est vrai que c'est un beau moment, ce tour du stade. Tous les joueurs le font spontanément dès le coup de sifflet final. Ils se congratulent entre eux et ils viennent se présenter devant le virage sud avant de passer devant Gannet et finir devant le virage nord et il y a vraiment un moment qui s'est créé avec chaque virage aussi, c'est impressionnant. Donc honnêtement, ouais, très, très belle ambiance hier. Je rejoins parfaitement Opti, de ce que moi j'ai pu voir en Gannet. Vraiment chapeau aux 2 virages qui ont fait 2 tifos exceptionnels. Honnêtement, les 2 sont d'une grande qualité, le Forza OM dynamique et ce tifo, 3D absolument magnifique avec la référence à Cruyff. Honnêtement, on en a pris plein les yeux. Et au-delà de ça, j'étais content de voir un vélodrome électrique hier. C'est vrai qu'on a souvent le reproche du brouhaha, sur certains matchs de Ligue 1 en vélodrome avec les groupes qui sont pas coordonnés. Mais hier, on avait vraiment le sentiment que le stade ne faisait qu'un et j'ai le sentiment aussi que le stade y est pour beaucoup dans cette entame de match parce que, on a senti dès le début, beaucoup de communion entre les joueurs et le stade. Le stade a vraiment, impulsé une électricité qui était précieuse, je pense, pour les joueurs qui ont fait le dos rond sur les 2 premières minutes du match, on y reviendra et surtout l'explosion de joie sur les buts, elle était vraiment très, très violente. C'était vraiment un volcan qui s'embrase et je suis très content que Peshao ait pu goûter, à ça par 2 fois. Avant de rentrer dans le vif du sujet et d'attaquer par le petit courrier des lecteurs, hein, on vous a demandé, et vous avez déjà été très nombreux pour une première, de nous poser vos questions. On fera toujours ça, on va essayer de trouver un petit mécanisme pour démarrer les émissions, avec ces questions. C'est pas qu'on veut pas travailler, hein, c'est juste que ça nous intéresse aussi d'avoir vos ressentis. D'ailleurs, merci pour tous les messages, on ne le dit pas forcément toujours, en intro et en outro du podcast, mais n'hésitez pas à continuer de suivre, échanger avec nous. On va essayer quand on est, sur place, à domicile ou à l'extérieur, de mettre des petits moments, d'inside aussi. Bref, on va agrémenter tout ça au fur et à mesure des épisodes et pour démarrer justement, je rebondis parce que ce que tu disais Younes, peut faire partie d'un bout de réponse en tout cas de la question qu'on a choisie pour démarrer ce podcast. La question de Mamadou qui nous demande: «Comment expliquer cette performance de folie hier soir?» Et du coup, j'enchaîne. Est-ce que cette ambiance électrique, ce côté un peu volcanique dès le début du match, peut aussi avoir galvanisé et avoir, rapidement mis la tête sous l'eau des Hollandais, quand même peu vigoureux et à même de faire quelques petites erreurs en début de match? Bah, déjà, c'est une très bonne question. Je pense que c'est le facteur et le produit de beaucoup d'ingrédients et on va pas faire la rétrospective depuis l'arrivée de De Zerbi parce qu'il y a beaucoup d'éléments qu'il a mis en place et qui se sont matérialisés et qui sont illustrés, hier soir. Mais, déjà dans le projet de jeu, on a vu vraiment la version la plus aboutie, je trouve, de son OM hier soir, s'illustrer. Et au-delà de ça, il y a eu une très bonne préparation du match. Il y a un énorme travail de Mehdi Benatia et de Pablo Longoria cet été, pour fournir, à Roberto De Zerbi un effectif de qualité. Il se retrouve maintenant dans la posture d'un coach qui a un effectif pléthorique à sa disposition, avec différents profils à disposition et forcément, c'est pas qu'on travaillait pas les matchs l'année dernière, mais cette année, quand tu travailles les matchs, tu as différentes armes que tu peux utiliser et différentes solutions et on a vu hier, en tout cas, c'était très criant que l'OM avait un plan de jeu très travaillé, très élaboré, qui répondait parfaitement aux défauts de l'Ajax et on avait les joueurs surtout pour mettre en place ce projet de jeu-là. Donc si je dois résumer sur une réponse courte, je dirais que c'est un peu le cocktail de ces 3 choses. La continuité du projet qu'on voit, se mettre en place, le bon travail de recrutement de la direction sportive et surtout, comme je le disais déjà en introduction, l'ambiance du stade. Mais ça, l'ambiance du stade, on l'a quand même toujours eu. On a la chance d'avoir des supporters qui ont toujours été à la hauteur dans ces moments-là. Et je pense que c'est en partie ce qui explique, le fait qu'on ait vu un OM aussi brillant hier soir en Ligue des Champions. Et je vais te donner tout de suite la parole, Marwan, mais pour rebondir aussi sur les propos, qu'a eu De Zerbi en fin de match. Où a priori, en notant un petit peu les dernières absences côté Amsterdam, de certains joueurs, il disait qu'il avait tout changé le matin du match, et que la compo, peut-être pas le système, mais en tout cas la compo, le choix des hommes avait, évolué, à quelques heures du match. Est-ce que, pour rebondir aussi sur ce que tu disais Younes dans le côté prestation la plus aboutie de Zerbi, heu,
Est-ce qu'on n'a pas assisté vraiment à ouais, à sa première masterclass ou presque? Elle est à une échelle encore plus, européenne pour le coup, mais à vraiment, la quintessence de ce que De Zerbi peut faire en termes de alors de génie, c'est un grand mot, mais en tout cas de capacité à faire déjouer l'adversaire très ra et on l'a vu très rapidement d'ailleurs dans le match. On t'écoute, mon ami. On Non, t'écoute, non, mon ami. c'était pour toi Marwan. Ouais, je crois que la question était pour toi, Marwan. Excusez-moi, les gars, je cherche encore mes automatismes, encore sous le choc de la blessure de Medina. Je crois qu'il m'a emporté Qu'on avec lui. qu'on vient d'apprendre, ouais, ouais. Non, il y a pas de souci, vas-y, je t'en prie. Écoute, non, c'est une super question parce qu'effectivement, je pense qu'on assiste peut-être à l'une des premières masterclass et surtout celle qu'on est tous en capacité de constater. Lui explique effectivement que Weghorst forfait, ça l'a forcé finalement à changer ses plans, qu'il a vu, je crois que c'était contre le match contre Breda ce week-end, que l'Ajax laissait énormément d'espace à l'intérieur et je pense que hier le plan de jeu, il était super clair, hein. Le premier but, avec la passe claquée d'Aguerd pour la déviation d'Aubameyang et Pachao qui s'ouvre le but. Je pense qu'on a tous compris très rapidement que l'Ajax allait passer un sale moment, surtout que derrière ça s'est enchaîné. Donc effectivement, moi je pense que c'est la première masterclass. C'est l'une des c'est peut-être même la performance la plus aboutie de l'OM de Zerbi si, allez peut-être que, le match d'ouverture de la Ligue 1 la saison dernière face à Brest, dans un style qui était, d'ailleurs, de Zerbiesque, hein, même si certains ont essayé de dire le contraire, tout au long de la saison, ce qui n'était pas le cas. Je pense que c'est peut-être la meilleure performance de son OM. Donc effectivement, moi je pense que ça s'explique par là. Ça s'explique aussi par un climat positif autour du club, une grande semaine qui vient de s'achever et je pense encore une fois ce fameux plafond de verre que tu as brisé face au PSG, que tu as confirmé face à Strasbourg, où finalement tu te dis: «Bah, voilà, maintenant on connaît notre capacité, on connaît le potentiel» et en plus avec ce stade, tu peux vraiment renverser des montagnes. Et Optique, on t'a pas encore entendu sur tout ça, mais question très courte, mais réponse, j'espère, un petit peu plus longue. Est-ce que l'OM, au final, avait pas gagné déjà son match à la fin du premier quart d'heure? Bah, je vais répondre à cette question et aussi la 1re que tu as abordée, c'est comment l'OM, a pu réaliser ce match-là? Je pense que ça revient à ce qu'on a dit, sur les podcasts précédents, sur le fait que le match contre le Real, avait brisé le tabou du retour en Ligue des Champions et que, l'OM a abordé ce match-là sans le stress de l'événement et d'ailleurs ça se reflète par De Zerbi, tu vois? Parce que si tu te dis s'il a le stress de l'événement, il donne pas la première à Vermeeren. Il fait pas du premier match à domicile en Ligue des Champions la première de Bilal Nadir. Il y a plein de choix qui sont différents, tu vois? Il essaie plus de se de se reposer sur ce qu'il a vu sur les précédents matchs qui étaient réussis contre Paris ou même Strasbourg et non, tu as cette compo qui étonne tout le monde. Je pense qu'il va falloir s'arrêter de s'étonner parce qu'avec l'effectif étoffé qu'a l'Olympique de Marseille, comme l'a dit Younes, je pense qu'on va avoir des redondances dans les approches, mais De Zerbi a un panel de choix à disposition qui fait que attendez les compos. Tout le monde aura sa compo, préférée, ses petits joueurs préférés, mais franchement, il y a pas de quoi je pense qu'on aura plus le syndrome des compos qui disent: «Oh mais qu'est-ce qu'il fait?» C'est bon. Qu'est-ce qu'il fait? Heu, D'ailleurs, je te coupe, qu'est-ce qui t'a le plus surpris, toi, dans le 11? je pense Vermeeren, hein. Je pense Vermeeren et bon, Pas Nadir? Nadir, je m'y attendais parce qu'en fait, il avait pas joué les derniers matchs et on sait que De Zerbi a un rapport avec lui, il aime bien. Donc je le voyais pas l'écarter, un 3e match de suite, je le voyais pas le mettre sur le banc. Donc ça m'a pas étonné. Mais Vermeeren, je pense ça a étonné tout le monde. Bon, on en parlera après, Ça a étonné tout le monde, ouais, dans tous les sens ouais, du terme. c'est la enfin, qu'est-ce que c'est que ce truc, genre? Qu'est-ce que c'est que ce joueur? On en parlera plus tard. Là, je vais rester sur le match. Je vais prendre un peu le contre-pied de tout le monde. Pour moi, c'est même pas une masterclass sur l'adversité, l'OM a déroulé comme, en fait, l'OM est resté serein malgré une entame que comme l'a dit Younes, où au début, l'Ajax prend le ballon, le tient et tu t'y attends pas. Enfin, moi, quand ça démarre, je me dis: «Oh, ils ont le ballon, on va pas les chercher comme Strasbourg». J'étais un peu étonné, sauf que je crois sur ta 2e ou 3e possession, tu en mets un. Il y a une stat qui est simple, sur les 4 premières frappes de l'Olympique de Marseille, c'est 3 buts et la frappe contrée de Greenwood. Donc à partir de là, c'est fini, tu vois? Il y a plus de match, on leur a marché dessus. Enfin, pour moi, on leur a même pas marché dessus, on les a juste surclassés. On n'est pas du même niveau et une cartouche, c'était but.
Donc, on a volé au-dessus de l'événement et pour le coup, tout à l'heure, on parlait d'1 semaine de supporters de l'Olympique de Marseille. J'ai pas, moi, de mon vécu, souvenir d'un Olympique de Marseille qui prend une rencontre de Ligue des Champions comme ça, genre. C'était un match, c'était un match, Surtout face à un tel adversaire. Enfin, surtout ouais, face à un entre guillemets «un nom» qui quand ouais, même résonne pour tout le monde. Genre, tu les vois chaque année en Ligue des Champions, tu les as vus faire des beaux parcours. On parle quand même d'un club historique, alors effectivement qui est un peu dans le creux d'une vague, certes, mais ça reste l'Ajax. ouais, mais ouais, ils sont dans le creux d'une vague, mais si toi, tu es pas serein et qu'à l'entame, ils te bousculent, si toi, tu es pas aussi fort que ce que tu l'es, tu peux justement être leur bouffée d'air frais, avec leur ADN européen. Sauf que tu leur dis: «Non, non, les gars, En fait, c'était ça le risque, je pense, sur ce match-là, c'est que même si l'équipe, de l'Ajax n'est pas à la hauteur de ce que ce club a pu être dans son histoire, c'est qu'il n'en reste pas moins que c'est un club qui a une plus grande expérience que toi, récemment sur la scène européenne et qui a des performances plus abouties que toi. Et c'était que, bah, au fil du match, tu leur donnes un petit peu une confiance qu'ils n'avaient pas et que tu laisses entretenir un espoir qu'ils n'avaient pas forcément dès le début du match. Et c'est en ça qu'en termes de match, c'est intéressante et il faut absolument rester lucide, hein, faut mesurer ce que je vais dire, mais pour moi, je trouve que la victoire d'hier, elle est vraiment tamponnée du saut, d'un grand d'Europe. C'est-à-dire qu'on a su piquer l'Ajax dès la 1re offensive ou presque. On leur a remis la tête sous l'eau directement après avec ce deuxième but de Peshao qui intervient 5 minutes après et donc déjà en 15 minutes, tu leur avais déjà mis 2 claques dans la figure. Tu as déjà l'adversaire qui agonise au sol et pour clouer le match, tu mets le 3e but avant la mi-temps autour de la 25e minute si je me trompe pas. Donc effectivement, comme tu le disais, je sais pas si on l'a gagné en 15 minutes ce match-là, mais c'est sûr qu'à la 30e minute, il y avait déjà plus de match et qu'on avait déjà rempli notre job. Donc, je trouve que c'est très fort en termes de messages, renvoyés. Ça dégage beaucoup de maturité, pour cette équipe qui apprend encore à se découvrir. On a tendance à oublier qu'il y a même pas 4 semaines, certains n'étaient pas encore au club, on n'avait pas encore idée de certains joueurs, qui ont évolué hier. Donc pour le coup, c'est en ça que j'étais particulièrement surpris, hier. C'est le fait de ne même pas avoir assisté à un match complet et qu'on ait supplié aussi vite, comme si on jouait la Ligue des Champions, pardon, lapsus révélateur, la Ligue des Champions depuis des années et qu'on était habitué à performer dans cette compétition. je vais juste abonder dans ton sens sur le fait de grande Europe, mais juste pour éviter qu'on dise qu'on s'enflamme ou je sais pas quoi, on va pas dire grande Europe, mais on a été une équipe qui savait ce qu'elle avait à faire et une équipe qui, en fait, qui sait quoi faire dans un grand rendez-vous européen, sans être une grande Europe parce que sinon on va dire: «Ouais, ils se prennent pour le Real» ou je sais pas qui. On a montré que soir de Ligue des Champions ou pas soir de Ligue des Champions, si on doit éclater quelqu'un, on va l'éclater. Il y a pas de peur de l'événement comme on l'a déjà dit, qu'on pouvait craindre de l'avoir et comme on l'a eu sur toutes nos précédentes participations, même contre en barrage contre le Pana, c'était un peu ce qu'on avait subi. Heu, c'était une démonstration. C'était une démonstration, tout en facilité sur un match de Ligue des Champions et ça, pour un supporter de l'OM, c'est loin d'être la norme. Mais justement, je rebondis là-dessus parce que, bah, je crois d'ailleurs que c'est toi, Marwan, aussi, qui en parlait la semaine dernière. Ce côté, l'OM doit, entre guillemets, «assumer un nouveau statut», que le club n'a pas assumé quand il a eu l'occasion de le faire, ces dernières années. Alors il y a aussi des années, très creuses, mais il y a aussi des années qui ont été loupées ou pseudo-loupées justement parce qu'il y a eu, et bien des petits loupés à ce niveau-là. Est-ce que, a priori, c'est ce que tu attendais du match, d'hier, mais j quel est le statut désormais qu'a cet OM et qu'est-ce qu'on doit attendre? Même si on s'éloigne un peu du match, hein, mais il reste 6 matchs de Ligue des Champions. L'OM s'est replacé. On était tous les 4 d'accord pour dire que le minimum, c'était le top, 24, fin janvier. Je pense qu'on n'a pas bougé à ce niveau-là, qu'on voit pas forcément on vise pas forcément le top 8. Mais justement, est-ce que toi, ça t'a encore plus rassuré? Est-ce que tu maintenant, qu'est-ce que c'est que d'assumer ce statut? Quel est ce statut que l'OM commence à assumer, selon toi? À l'échelle européenne, par exemple? Pour moi, c'est peut-être la question que tu viens de poser, c'est peut-être la plus importante dans ce projet. Pourquoi? Parce qu'effectivement, il y a un statut à assumer, il n'a pas été assumé depuis des années, j'en parlais notamment lors du dernier podcast, tu vois? Et pour le coup, même si hier j'étais ravi de la performance, j'étais pas non plus extrêmement surpris parce que pour moi, l'enjeu principal, c'était de dépuceler cette équipe. Ça a été fait contre le PSG, ça a été confirmé contre Strasbourg. Derrière, pour moi,
Et c'est pour ça aussi que j'ai mis 4-0 en rigolant, certes, mais parce que je me disais aussi que c'était possible. C'est qu'en fait, on a besoin maintenant de montrer qu'on peut faire des victimes expiatoires quand on a des équipes en face qui tiennent que sur une jambe, comme l'Ajax. J'ai lu les supporters de l'Ajax à peu près toute la semaine. Ils étaient dépités du match, hécatombe de blessures de joueurs entre guillemets assez importants. Même si de base, même avec tous les présents, c'est une équipe que tu dois battre. Tu as ce contexte-là et tu as le contexte inverse à l'OM où, entre guillemets, tout va bien pour l'instant. Et pour le coup, ce statut à assumer, c'est lequel? C'est le suivant. C'est le statut d'un top 24 européen. Parce que tu as tout simplement le niveau d'investissement d'un top 24 européen. Tu as des joueurs qui prétendent au top 24 européen. Tu as des joueurs comme Mason Greenwood qui, à mon avis, peuvent jouer dans un top 8, top 10. Tu as des joueurs comme Megor Paixão qui vont y prétendre à terme. Tu as Aubameyang qui les a connus. Au bout d'un moment, tu as quand même une succession de joueurs qui te permettent de penser que ton statut, c'est d'être une équipe en Ligue des Champions qui va embêter les plus grosses équipes d'Europe. Et là, pour le coup, c'est ce qui a été fait. Et une équipe comme l'Ajax, aujourd'hui, c'est une équipe que tu as trimballée. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est ta normalité. C'est en tout cas la normalité vers laquelle tu aspires. Tout le monde est d'accord avec ça? Personne met un petit bémol Non, moi sur le j'étais top 24? Enfin, pas sur le top 24, mais sur tout ça. non, moi j'étais d'accord avant le match qu'on devait les éclater et on les a éclatés. Tous au piqué, c'est ce que tu disais la semaine dernière. Ah ouais, non, là le garde on va attendre Metz parce que sinon ils vont nous tomber dessus. Il faut confirmer contre Metz. Mais là, on va tous les mettre au garde à vous. Là, RMC Sport, branchez-vous. Moi j'ai un follow pour des raisons pour des raisons qui me sont propres et que j'espère qu'ils sont partagés par beaucoup de gens. Mais là, le bal des Djiméco, Papin, attention à ce qu'ils vont dire sur l'OM là, 3 semaines après le Real Madrid, hein. Attention, faudra Ouais, pour le coup, ça fait un peu écho à ce que je disais après le match contre le Real, où je disais que pour moi, cette victoire-là, entre guillemets, serait peut-être arrivée un peu trop vite que prévu et aurait peut-être potentiellement mené au fait que l'OM se voit plus beau que ce qu'il est réellement. Et Marouane tempérait et me contredisait justement en disant qu'il avait confiance en la direction sportive pour pouvoir mettre tout le monde face aux objectifs et rappeler à l'ordre tout le monde sur l'impérieuse nécessité de prendre les matchs les uns après les autres. On l'a vu après la victoire contre le PSG, tous les regards étaient déjà tournés sur Strasbourg. Après Strasbourg, tous les regards tournés sur l'Ajax. Et dès hier soir, encore une fois, on a fait un très bon match, bravo. On profite de la soirée, on se met au travail dès le lendemain matin. Et là, tout le monde parle que du match contre Metz. Donc ça, effectivement, c'est un peu ce qui va nous pendre au nez. Et c'est sur ça qu'on va évaluer l'OM maintenant, parce qu'on a vu peut-être pas le plafond, mais le très haut niveau que l'OM pouvait toucher. La question maintenant, pour être un grand, effectivement, que ce soit à l'échelle nationale ou européenne, c'est la capacité à confirmer et la capacité à enchaîner surtout. C'est là qu'on va nous attendre et je suis très satisfait de voir les déclarations et les conférences d'après-match et de voir qu'effectivement le club a bien conscience de ça et travaille déjà très dur pour maintenir ce niveau d'exigence. Prends la parole qui veut sur la prochaine question. Moi, si je me fais un peu l'avocat du diable, le match était plié à la mi-temps. Je pense que vous avez le droit de pas être d'accord d'ailleurs, mais je pense que la blessure de Medina, on vient de l'apprendre, c'est pour 2 mois, a changé un petit peu les plans dans le turnover, qu'imaginaient, De Zerbi, selon les plans, à la mi-temps et en seconde période. Mais, le petit relâchement en deuxième période ou en tout cas le fait que, bah, l'OM a été un petit peu moins fringant ou en tout cas s'est peut-être relâché un petit peu. Est-ce que vous l'avez ressenti déjà? Ou est-ce que je suis le seul à avoir Complètement, cet avis-là? complètement. Et deuxièmement, est-ce qu'il est normal et naturel? Ou est-ce que, on peut peut-être, voir, quelque chose de y voir quelque chose de plus que simplement le score de 4-0 ne laisse paraître? Je vais me permettre d'enchaîner parce que c'est une question qui m'intéresse. Je l'ai abordée hier, non sans mal parce qu'effectivement des gens vont te dire: «Bah, voilà, tu les matchs, il faut savoir se ménager» et cetera et cetera. Mais, personnellement, je m'inscrirai en faux face à cette opinion parce que je la trouve ridicule pour plusieurs raisons. La première, c'est que on est sur le premier enchaînement du type cette saison, qu'on est avec un club qui n'a pas l'habitude de jouer ces échéances-là ou du moins qui commence à le faire cette saison, donc je vois pas pourquoi est-ce qu'on serait épuisé pour le moment. Qu'on a un effectif suffisamment large pour assumer ce type de match et surtout que c'est la normalité vers laquelle tu dois tendre et finalement les clubs d'une stature similaire à cette normalité-là, pour eux, c'est leur quotidien et il y a pas forcément à tortiller face à ça. Donc moi, je pense que le relâchement d'hier, il est plutôt dû à des impondérables parce qu'effectivement, tu as Medina, il me semble même Nadir, j'ai pas suivi exactement ce qu'il avait, qui sort à la mi-temps, c'était peut-être, un ajustement physique. Mais moi, j'aime pas ça
mais je pense pas qu'il y a à surinterpréter. Je pense que, encore une fois, c'est quelque chose auquel on n'est pas habitué à l'OM et c'est peut-être ça qui a fait que certains joueurs, notamment Greenwood en seconde période, qui a aussi été replacé de façon un peu plus axiale, il me semble. On l'a vu sur certaines actions, parfois un petit dribble derrière, petite passe en retrait en trottinant. Bon, c'est rien de grave, mais encore une fois, je pense que le staff sera attentif à ça. Pourquoi? Parce qu'en fait, c'est le poison de ce type de situation où finalement tu es suffisamment fort pour que ton ennemi principal dans un enchaînement de matchs face à des adversités contre lesquelles tu dois dominer, ton principal ennemi, ce sera toi-même, basiquement. Et pour le coup, c'est un truc que j'ai pas aimé et en même temps, je trouve que le coaching de De Zerbi hier, il l'a un peu favorisé en sortant un certain nombre de joueurs offensifs pour des joueurs défensifs. Je pense notamment à l'entrée d'Højbjerg, je l'ai pas trouvé indispensable à faire entrer. Je parle pas de sa performance, j'ai pas trouvé ça indispensable. Angel Gomez, j'ai pas trouvé indispensable non plus de le faire rentrer et moi, j'aurais préféré qu'on remette un petit coup de ceinture en faisant justement rentrer des joueurs qui doivent prouver. Par exemple, Robinho Vaz, Amine Gouiri qui doit se relancer, qui est en crise de confiance et pour moi, en tout cas, tu as à la fois des impondérables et à la fois un coaching qui a un peu endormi l'équipe. Pour moi, c'est ça la réponse à ta question, Max, et le fait que ça ne soit pas de la suffisance, et là où je rejoins Marwan, c'est que pour moi, c'est De Zerbi qui a insufflé cette deuxième mi-temps un peu moribonde, même si effectivement tu marques à la 52e, donc t'annihiles absolument tout espoir de remontada pour l'Ajax. Le changement de Nadir, déjà, on n'a pas forcément eu d'infos, je ne sais pas si c'était préventif, est-ce que Nadir a ressenti une gêne, parce qu'honnêtement, j'ai revu la première mi-temps, sa première mi-temps, elle est vraiment top dans le registre que De Zerbi lui a assigné. Si on nous dit que Nadir n'a rien et que c'est un choix du coach, la lecture que je peux en avoir, c'est que potentiellement, tu t'es rendu compte que Nadir était dans la ligne de pressing avec Aubameyang. Il apportait pas forcément d'aide, entre guillemets, au milieu de terrain. Donc, qu'à ce compte-là, tu n'as peut-être pas besoin d'avoir un Nadir, mais tu peux avoir un joueur comme Greenwood qui fait ce pressing, entre guillemets, qui consiste juste à gêner les phases de relance des centraux et bloquer les lignes de passe. Donc, autant avoir un joueur qui a peut-être moins de volume sur la partie défensive, mais qui peut peut-être plus créer et surtout que tu puisses beaucoup plus appuyer avec Wea sur le côté qui est une bombe de vitesse. Donc, c'est la potentielle lecture que je peux avoir de ce changement-là. Mais le C'est problème, peut-être c'est que ça. surtout ça, hein. C'est peut-être une réponse aussi au fait que Egan Riley soit moins offensif qu'un Medina ou puisse moins porter le ballon ou ait peut-être moins la consigne de porter le ballon et renforcer un petit peu le côté gauche avec un Peshao qui est peut-être, qui est pas à 100 quoi qu'il arrive, donc qui pouvait peut-être pas faire des efforts, sur ce côté pendant 90 minutes. Après, effectivement, les changements qui interviennent après sont aussi surprenants. Je suis toujours content de voir Gomez sur un terrain de football, hein, c'est pas le sujet, mais là, il l'a fait rentrer un petit peu à gauche, donc j'ai trouvé ça assez particulier. La rentrée d'Højbjerg aussi, elle envoie pas forcément un message de vouloir coller un score plus large à l'Ajax. Moi, j'étais surpris parce que j'attendais impatiemment l'entrée de Vaz et de Gouiri. J'aurais parfaitement vu Gouiri à gauche et Vaz à la place de Aubameyang. C'était le contexte idoine pour que les deux se dépucellent, pour reprendre l'expression de Marouane, en Ligue des Champions. Et il y avait beaucoup d'espace dans la défense ajaxide. Il y avait énormément de mal à gérer les appels d'un joueur rapide. On l'a vu avec Aubameyang. Donc ça aurait été encore plus dur pour eux s'ils avaient dû à gérer Robinho Vaz. Donc personnellement, j'ai l'impression que Roberto De Zerbi a un peu fait le choix du clean sheet plutôt que du score plus large, et c'est en ça que je me dis que la deuxième mi-temps n'est pas à mettre heu, sur le dos de la suffisance des joueurs, et je ne leur en veux pas particulièrement par rapport à ça. Et c'est d'autant plus dommage que dans une phase de championnat comme celle de la nouvelle formule, le goal average, pardon, va potentiellement être décisif. Et pour le coup, 4-0, c'est bien, mais 5 ou 6, ça aurait été mieux. Pour rebondir, est-ce que, sur le côté, positif, parce que j'avais le côté, très négatif de, la deuxième période est peut-être un petit peu moins aboutie que la première, mais le côté très positif, vous auriez pu me le dire, c'est qu'il y a un clean sheet et ça, est-ce que ça aussi, c'est pas aussi un message envoyé? Alors merci Rouli encore, sur une ou deux parades, mais 4-0 à domicile, c'est toujours mieux que 4-1 quand l'année dernière, sur des matchs maîtrisés, il y avait parfois tendance à un petit relâchement coupable. Bah, pour le coup, il y a un adage dans le football assez connu qui dit que l'attaque te fait gagner des matchs et la défense te fait gagner des titres. C'est comme ça aussi que je lis un peu la volonté de De Zerbi, si c'était bien celle-là, de vouloir assurer un clean sheet et d'envoyer un message fort à sa défense et les convaincre, si jamais il y en avait besoin, qu'ils sont capables de réaliser ce genre de prestations sur la scène européenne aussi. On peut dire qu'offensivement,
tout le monde s'est régalé. Aubameyang, il finit avec 2 passes décisives, 1 but. Peshao, il a 2 buts, 1 passe décisive. Greenwood, il a marqué aussi, il a été très bon. Donc je me suis dit peut-être qu'il a voulu, heu, donner un coup de main à sa défense et les créditer également d'un clean sheet parce que pour eux, c'est important et je me dis que peut-être, ça nous servira dans l'année de convaincre cette défense, de ce côté impérial qu'ils peuvent avoir et ça nous servira dans des matchs peut-être plus compliqués où on devra subir. Bah, justement, moi, sur le côté, qui voulait clean sheet, je suis pas certain si c'est ce qu'il voulait que c'était la meilleure technique, pas la meilleure, approche pour l'avoir parce que justement en seconde mi-temps là, on compte plus. Moi honnêtement, je n'ai rien à faire de la seconde mi-temps. Heu, tu gagnes 3-0 à la mi-temps, à la 52e tu gagnes 4-0, qu'il y a un relâchement, que les mecs les mecs sont un peu plus décontractés, franchement ça me fait ni chaud ni froid. C'est une question Déjà d'état de d'esprit au petit. C'est une question d'état d'esprit, c'est une question d'exigence parce qu'il y a des matchs où tu gagneras peut-être moins largement et tu vas avoir un relâchement similaire et on sait très bien que dans des situations, par exemple, de supériorité numérique, on a déjà vu l'OM qui, en termes d'attitude, il y avait des relâchements qui étaient assez inexplicables. Je suis d'accord, mais déjà regarde par exemple le match contre Strasbourg, tu fais une bonne première mi-temps, tu as un retour de seconde qui est mauvaise, alors que le résultat est pas acquis. Donc ça, c'est la démonstration que c'est même pas forcément une question de volonté, c'est que c'est très dur de faire 2 très bonnes mi-temps dans le football. Et il y a un entraîneur que j'aime bien qui l'a dit récemment et même c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup de coachs. C'est très dur d'avoir une constance sur 2 matchs. Je crois que c'était Pierre Sage aussi en interview qui disait que c'est en Europe, il y a très peu d'équipes, en tout cas avec un vécu court comme celui de l'OM, ça serait encore plus choquant d'avoir une démonstration sur les demi-temps. Donc moi, c'est pas quelque chose qui Ouais, mais m'a réduire le gap, tu vois? Réduire le gap, pas te dire: «Bah, j'ai une mi-temps à 10/10 et j'ai une mi-temps à 4/10», tu vois? je suis d'accord et là où je vous rejoins, c'est sur les changements. Mais c'est pas tant sur les choix d'hommes et sur le fait de changer, c'est surtout quand il rentre Gomes et qu'à un moment, tu as Weah sur le terrain et Greenwood sur le terrain et au lieu de remettre Weah à gauche en faux pied et Greenwood sur son côté droit, il laisse les 2 sur le même côté avec, il les laisse dans des positions où ils ont pas été Bah, les il fait meilleurs. rentrer Gomez à gauche, Mmh. Gomez occupe un peu l'espace gauche, Greenwood reste dans l'axe et Weah occupe le couloir droit. Weah est entre 2, tu vois? Et son poste, intermédiaire de piston alors qu'il a Pavard derrière lui. Donc moi peut-être à ce moment-là, j'aurais préféré qu'il remette tout le monde dans une position plus naturelle comme contre, d'ailleurs ça aurait été proche de ce que tu fais contre Strasbourg ou c'est Strasbourg ou même Lorient ou le PFC. Mais sinon franchement ça me fait ni chaud ni froid. La seconde mi-temps me fait ni chaud ni froid. Alors oui, du stade, j'ai envie d'en mettre 5, 6. La semaine dernière, on rigolait sur le record de Zilina. Tu te dis que si tout le monde veut le taper, tu peux peut-être aller le chercher, mais ça reste de l'anecdotique. Et pour Gouiri et Vaz, pour Vaz, je vous rejoins, mais pour Gouiri, moi, je comprends très bien ce qui va se passer. C'est qu'il est titulaire samedi 17h05 contre Metz et de l'avoir laissé sur le banc tout le match, il est je sans lui porter atteinte à son honneur, je pense il a déjà la bave aux lèvres et que si samedi, Gouiri marque le but de la victoire ou le but de l'ouverture du score, avec la rétrospective, on comprendra très bien pourquoi il a laissé son attaquant, bouillir sur le banc et cultiver sa motivation pour le match d'après. Avant de parler de 1 ou 2 cas individuels, notamment un sur lequel je pense on est à peu près tous raccords et qui a fait l'objet de grandes questions, hein, dans vos petits courriers et dans vos petites questions de ce midi. Qui est-il? Qui est-il vraiment? Heu, Younes, qu'est-ce qu'on peut tirer en termes d'enseignement sur cette victoire-là précisément? On reviendra après un petit peu aussi sur, la victoire à Strasbourg. J'ai même envie de vous demander et je le ferai juste après ta question Younes, donc vous pouvez déjà, commencer à rebondir si vous voulez. Est-ce que le match de Strasbourg, il donne pas plus d'enseignements que celui d'hier? Ou des enseignements différents peut-être? Alors, pour le coup, l'enseignement sur la partie collective que j'ai, sur le match d'hier et même plus largement si on prend la séquence PSG, Strasbourg, Ajax, c'est que, je le disais déjà la semaine dernière quand j'expliquais que je ne croyais pas à la logique du 11 et que j'étais convaincu que c'était important de maintenir tout le monde dans le groupe et je suis ravi de voir que De Zerbi a mis en place cette logique-là et visiblement lui aussi y croit beaucoup. Si tu prends la séquence de ces 3 matchs-là, on a titularisé 17 joueurs différents, 18 si tu comptes Egan Riley, pour le coup, qui rentre en jeu très rapidement et qui finalement a presque joué un match complet et je trouve que le message renvoyé
par Roberto De Zerbi à ses joueurs, il est très fort. C'est la première réflexion que je me suis faite à la compo. On a vu beaucoup de personnes s'affoler ou être surpris. Moi, personnellement, je me suis dit: «Ah ouais, il a mis des joueurs qui n'ont encore jamais été titularisés, pardon. Si tu prends l'exemple de Vermeuren et on y reviendra après, je me suis dit: «Si là, on gagne le match comme on le doit, ça veut dire que tu as tout ton groupe qui est concerné, tout ton groupe est convaincu qu'il aura un rôle à jouer dans cette saison et finalement, tu t'assures qu'à l'entraînement, chacun, travaille dur parce que chacun saura effectivement, qu'il a son rôle à jouer» et ça rejoint d'ailleurs ce que disait Opti sur Guiri. Je pense que c'est beaucoup plus, gratifiant pour lui d'être décisif à Metz et de nous offrir une victoire, plutôt que de rentrer dans un match qui est déjà plié et effectivement de marquer le 4e ou 5e but. Donc là aussi, ça s'inscrit un peu dans cette logique-là. On joue tous les 3 jours, donc forcément, c'est pas à l'entraînement que les places se gagnent, mais c'est bien de pouvoir se dire que chaque joueur qui rentre sur le terrain ne va pas rentrer en étant un peu en état de décrépitude parce qu'il a pas été titularisé les 3 matchs d'avant ou parce qu'il sait qu'il joue uniquement parce qu'il y a un blessé et cetera. Là, on a vraiment tout un groupe qui est concerné et je trouve qu'en termes de gestion, on est à peu près tranquille, j'ai envie de dire jusqu'à janvier parce que tu as une série de matchs qui arrivent où tu te dis que il y a aucune raison de ne pas continuer, ces rotations et de faire jouer tout le monde. C'est des matchs qui seront à notre portée. Donc a priori, tout le monde va avoir des minutes de jeu et ça, je trouve que c'est fort. D'arriver à janvier, si tout se passe comme prévu, en ayant quasiment fait jouer tout le monde et que chacun tire dans le même sens et soit convaincu qu'il a un rôle très important dans l'équipe, ça va augurer de très belles choses pour la 2e partie de saison parce qu'effectivement, les histoires d'une saison font que tu as besoin de tout le monde. Je suis d'accord avec ça, sincèrement. Ouais et pour rebondir, tu as dénombré combien de mecs qui ont été titus? 17 ou 18 avec Edgan Riley? Titulaires différents et 18 avec Egan Riley que je compte aussi parce que c'est quand même un choix de le faire rentrer lui, tu aurais pu dans un autre monde ou dans un autre OM, forcer la titularisation de l'entrée en jeu de Balerdi qui était un peu incertain et qui pour le coup en plus s'est même pas échauffé ni rien. Mais, il y avait vraiment visiblement pas de sujet. Balerdi était incertain, Egan Riley s'est chauffé correctement et c'est lui qui est entré en jeu. Et donc du coup, on peut rajouter le seul qui donc a eu qu'une vie en sortie de banc, c'est Vaz, on va dire, Un jeune qui est et un qui était jeune promis à ça et et qui il a manque Ahmed Traoré et Kondogbia qui était titulaire au Bernabéu et Ahmed Traoré qui, je pense, en toute vraisemblance, aurait eu des minutes en tant mmh que titulaire également, pour faire souffler Peshao à un moment donné donc et Kondogbia, tu l'as compté il est compté dans les 17 ou? non, non justement, j'ai pris que la séquence PSG, Strasbourg Ouais, donc et Ajax. c'est délirant. C'est délirant. Quand tu compares avec l'OM de l'année dernière, c'est délirant et tu parlais des enseignements du match, Max, je crois qu'il y a un enseignement qui a tapé la tête à tout le monde, c'est que, au milieu de terrain, on a recruté un malade mental. Tu me fais la transition parfaite. Ça faisait partie peut-être des interrogations, qu'on avait ou des petites surprises à la lecture de la compo, mais qui veut démarrer sur le match fantastique d'Arthur Vermeeren? Moi, je veux bien qu'Opti nous en parle parce qu'il a l'air vraiment inspiré par le sujet. Ouais, tu as l'air très, très fan depuis hier. J'ai même en fait, on a même pas les mots. Je pense qu'on était tous, intrigués parce que le mec avait un sacré CV parce que quand il sort de Belgique, il a son match phare contre le Barça où il avait crevé l'écran et c'est quand même un mec qui signait à l'Atlético Madrid puis à Leipzig. Heu, c'est tout à l'heure, on parlait du top 20 européen. Il signe dans ces clubs-là à 18 et 19 ans. Nous, il signe chez nous, à 20 ans du coup, même pas moins q il a peut-être fait les 20 ans, mais c'est un 2005 donc il a soit 19 soit 20 à l'heure actuelle. Il vient d'avoir 20. Enfin, il a 20 et demi, pour être précis. Il a 20 et demi et sauf que hier quand tu regardes le match, si on était 40 ans en arrière sur des écrans en noir et blanc avec, une résolution en 240p et qu'on voit pas les traits de son visage, on peut croire qu'il a 32 le mec. Que il joue en fait, il a la bouteille de rongé, sauf qu'il joue plus vite, que techniquement il est déjà plus haut dans l'utilisation du ballon alors que, comme on vient de le dire, il a 20 ans. Il est choquant, le mec sait tout faire. Il court dans tous les sens et il court vite. Il est toujours au bon endroit. Quand tu développes ton jeu, soit c'est un bon relais, c'est-à-dire, c'est un mec, tu lui donnes un ballon propre, il te le rend propre ou alors il récupère un ballon qui est un peu sale et il le nettoie et des fois même il bonifie le ballon en trouvant plus haut. Mais C'est sur le 4e but, tu sais que c'est choquant parce que tu sais, quand il fait sa remontée de balle et qu'il arrive et qu'il percute un défenseur et que la balle va quand même, il me semble que c'est sur, Greenwood. En fait, je me Sur dis Peshao, ouais. sur Peshao, Peshao. pardon, oui, C'est pardon. Frankie de Jong, cette Peshao, remontée oui, de oui, balle. en plus, Peshao. bah, ouais, C'est Frenkie de Jong
Et le pire étant que tu te dis: «Bah, en fait, vas-y, il fait une passe, mais elle est contrée et elle se goupille bien pour Peshao». En fait, tu regardes que la même situation se répète en première période, il la met de la même façon et en fait, à chaque fois, tu te regardes que ce gars-là, sous pression, est excellent et en fait, ça nous renvoie à nos débats sur le milieu de terrain. C'est que moi, je me disais: «Bah, qui est son concurrent direct, entre guillemets, dans la disposition du soir?» C'est mon grand ami Højbjerg. C'est mon grand ami Højbjerg et c'est vrai que aussi fort qu'a été Højbjerg, moi je pense qu'un profil comme Vermieren, parce qu'attention, il a dit qu'on disait Vermieren et pas Vermeuren dans l'après-match. Alors, Vermeeren. déjà, Il pardon, peut qu'on l'appelle j'ai dit Vermeeren, il Vermieren sur s'appelle le premier Vermeeren. épisode. Vous avez tous dit Vermeuren et par souci de cohérence, du coup, je me suis mis à dire Bah, c'est Vermeuren de notre aussi, mais faute. Ben il me voyons semblait bien, Younes. ouais, il me semblait bien que Le côté Arthur, flamand, il me manque le côté flamand, je suis désolé. Arthur, désolé, c'est Vermieren, on va t'appeler Vermieren. Arthur, si Arthur, ça se prononce pas Arthur et qu'il faut prononcer autrement, envoie-nous un message, on t'appellera. Si c'est Arthur, dis-nous tout. Le surnom que tu veux. On va pas écorcher tout ce qu'il y a, on va pas t'écorcher. Et ben, ce que je disais, c'est qu'en fait, le profil à terme de Vermieren, c'est le profil qu'il faut, en fait, dans ce milieu de terrain. Tu as besoin d'un profil qui, à la fois, est capable d'être là défensivement. Je crois que c'est peut-être le Marseillais qui intercepte le plus de ballons hier. Et à la fois un mec qui est capable de verticaliser, ce dont tu n'as pas été capable en seconde période lors de ton temps faible contre Strasbourg. Et là où je pense qu'il aurait pu être intéressant, en tout cas, moi, je l'anticipais titulaire sur ce match quand on refait le podcast et qu'on reparle des compos. Et pour le coup, ça nous renvoie aussi, aux déclarations de Mehdi Benassia dans l'après-match. Peut-être que Maxime, tu allais en parler, je ne sais pas si tu les as Max, dans le verbatim Pas sinon? sous les yeux, mais je peux les continuer une Non, mais je seconde et je les peux retrouve. je peux je peux paraphraser, il y a pas de souci, t'embête pas à la chercher. Mais où il disait que, Benassia en tout cas était bluffé par Vermieren, que s'il continuait finalement à, sortir des prestations de cet acabit, il y aurait des chances de le voir de nombreuses années à l'Olympique de Marseille. D'autant plus qu'effectivement, c'est un joueur qu'on a tenté l'été dernier, comme il l'expliquait. Donc moi, je pense, pour la faire courte, que c'est le profil sur lequel on doit miser au milieu de terrain, plus qu'un Højbjerg, aussi performant qu'il soit. Max, tu nous demandais la semaine dernière, est-ce qu'on a trouvé notre double pivot pour le reste de la saison? La réponse était non. On était à peu près unanime sur ça. Là, par contre, on a trouvé un sur deux. Je confirme, pour moi, Vermieren doit être le titulaire indiscutable dans le double pivot. Et tu pensé quoi de O'Reilly, Comment Younes? Alors justement, c'est une transition parfaite, Marouane, avec ce que tu viens de dire et la concurrence avec Højbjerg. Pour le coup, j'imagine parfaitement une association avec Højbjerg. Hem Et O'Reilly justement est plutôt celui, qui pour l'instant a enchaîné, sur ces matchs-là, en étant titulaire à chaque fois. Je l'ai trouvé bon, hier. Je trouve son match très intéressant, correct, honnêtement très discipliné, précieux avec ballon, des passes très intéressantes. Honnêtement, il y a absolument rien à souligner dans le négatif, de particulier. Mais je trouve qu'il est quand même porté par le match de Vermieren. Vermieren, couvre 2 fois plus de terrain que lui. Je pense qu'il intercepte 2 fois plus de ballons que lui. Il fait beaucoup plus de passes verticales que lui et pour le coup, heu, on a déjà eu ce sentiment-là à Strasbourg où Højbjerg a été absolument incroyable sur ce match-là également. Il l'avait été contre le PSG déjà et en fait, j'ai le sentiment que sur les 3 matchs, O'Reilly a été titulaire à chaque fois, mais qu'à chaque fois, il a été porté soit par Højbjerg, soit par Vermieren. Donc pour le coup, je pense que O'Reilly aura son rôle à jouer, hein. Il s'agit absolument pas de le descendre et je parlais de la logique de groupe, je vais pas déroger à ça et me trahir maintenant. Mais pour moi, le milieu titulaire, dans cette rotation-là, enfin dans ce rôle-là, ça serait a priori Højbjerg, Vermieren ou potentiellement Vermieren, Kondogbia, que je verrais. Et dans ce monde-là, que devient un Gomez pour vous? Plus Alors, haut? pardon, Tosus? ouais, Gomez pareil, Vermieren, Gomez, c'est mon association préférée, celle que j'aimerais voir le plus souvent. Après sur des configurations de match où il y a un peu plus d'impact physique, on sait que RDZ est un peu frileux à l'idée de mettre Gomez dans le double pivot. Donc c'est pour ça que je parlais un peu de cette configuration où on a besoin d'impact physique, on a, beaucoup d'efforts défensifs, on n'a pas nécessairement le ballon tout le temps. C'est dans cette configuration que je verrais une association Højbjerg, Vermieren ou Vermieren, Kondogbia. Rien à ajouter. Rien à ajouter, même si moi j'aimerais bien vraiment et je sais que ça va passer pour une fixette, mais j'aimerais bien qu'on dépasse Højbjerg parce que je trouve qu'il a des enfin, je trouve vraiment qu'il a des limites qui sont, rédhibitoires, en fait, sous le jeu de Zerbi. Même s'il sort une grosse semaine, vous savez, si c'était une carte sur fut, il aurait, 45 d'accélération et 75 de vitesse. Mais le temps pour qu'il atteigne, en fait, 75 de vitesse, il est beaucoup trop long, en fait, pour que tu puisses en profiter à l'OM et c'est sympa, Dans toutes mais les configurations et contre toutes les oppositions, à ton avis? si Kondogbia est là, oui. Si Kondogbia est là, oui, pour moi, Højbjerg doit passer derrière. Après, encore une fois, c'est pas le choix le plus Et à quel déconnant de degré on mettre. peut faire confiance à Kondogbia pour être sur, Ouais, Bah, la c'est ça la le phrase «si problème. Kondogbia est là», elle en dit beaucoup, C'est je c'est trouve. pour ça que j'ai dit si Kondogbia est là. Mais sinon, voilà, j'ai rien contre le fait de le voir dans le 11
Mais encore une fois, j'aimerais bien que ce soit, j'aimerais bien qu'on dépasse cet horizon-là, quoi, parce que c'est beaucoup Après, trop handicapant. et je vais laisser, Opti donner son avis, sur la question également, mais on parlait aussi du fait, qu'Højbjerg devait avoir un déclassement et qu'on devait être beaucoup moins Højbjerg dépendant que ce qu'on l'était l'année dernière. Là, pour le coup, c'est un message très fort que RDZ envoie hier en le mettant sur le banc. Il fait une entrée, plus que correcte, hein, il y a pas de souci là-dessus, mais on s'est prouvé ou en tout cas, il a prouvé au groupe que Højbjerg n'est pas si indispensable que ça et moi, c'est ce que j'appelais un peu de mes vœux déjà, en début de saison quand on en parlait dans les premiers épisodes où je disais qu'il devait y avoir un peu un déclassement d'Højbjerg. Bah, pour le coup, on est en plein dedans et j'espère que ça va continuer parce qu'on doit justement avoir un peu cette transition où Højbjerg devient de moins en moins important sur le terrain. Il va toujours garder son statut de cadre dans le vestiaire et ça sera toujours un homme fort. D'ailleurs, quand il rentre en jeu, Aubameyang lui donne le brassard, ça veut dire beaucoup quand même, je trouve. Plein de déclassements, tu sûr? Moi, je pense qu'il y a rien de marqué pour l'instant et qu'on peut complètement, interpréter ça comme juste Non! une rotation, Alors, tu vois? bah, je dis pas que c'est un déclassement au sens littéral du terme, mais ça reste un déclassement dans le fait qu'il était titulaire indéboulonnable et il jouait tout le temps 90 minutes tous les matchs, au fait qu'on peut se passer de lui sur une mi-temps ou plus sur un match. Donc c'est déjà un déclassement en soi, c'est dans ce sens-là que Ouais, mais tu vois, par exemple, de la même manière, on pourrait dire que Greenwood a subi un déclassement contre Strasbourg, du coup? et bah, justement, pour le coup, on parlera de Greenwood après. Je trouve que cette concurrence et cet effectif fourni qu'on a, pour le coup, te permet d'être moins dépendant de ces joueurs cadres et pour le coup, Greenwood, on en parlera encore plus largement parce que son match d'hier, il est extraordinaire dans l'implication défensive, dans la façon dont il a bonifié les ballons, mais ça, il y a rien de nouveau, on le savait déjà. Honnêtement, Greenwood, je vous invite juste à regarder son attitude sur son juste 2 minutes après son 3e but. La première action, c'est lui qui fait un pressing comme si on perdait 4-1 et qu'on devait revenir au score. Et ça, pour le coup, l'année dernière, on reprochait à Greenwood son manque d'implication parfois et le fait qu'il soit un peu déconnecté des efforts défensifs de l'équipe. En termes d'implication, c'est très, très fort. Et je pense qu'une des raisons à ça, outre le fait que Deserbi a passé beaucoup de temps avec son père pour le convaincre du fait qu'un grand joueur comme lui devait travailler collectivement pour que le collectif lui rende, et cetera, c'est aussi le fait qu'il sente que ça pousse derrière. Concrètement, il y a beaucoup de configurations de matchs où si Greenwood n'est vraiment pas dedans sur plusieurs matchs, RDZ va juste aligner Weah, dans ce rôle d'ailier droit. Donc forcément, le fait d'avoir quelqu'un qui pousse un peu à la porte derrière, même si ça reste indéboulonnable, ça peut motiver un joueur à surperformer. Moi, pour continuer sur le sujet des classements, je vais même aller plus loin, c'est que c'est même pas que c'est un déclassement, c'est qu'un déclassement, ça voudrait dire que tu es toujours dans le même classement. Là, honnêtement, l'effectif de l'OM, c'est comme si on était passé de c'est comme une équipe qui est promue. On est c'est plus le même classement et le plus gros symbole, c'est des mecs comme Neil Maupay, Ulysse Garcia, je sais plus qui il Oui, reste Lirola, en Lofter, Lirola, patati patata. Tous ces mecs-là, heu, c'est des mecs qui sont même plus dans le groupe. Alors que sur la phase de retour de la saison dernière, Ulysse Garcia, il t'aide à finir la saison, il fait des bons matchs. Neil Maupay, malgré toutes les limites du joueur, heu, on est obligé de lui accorder le fait que dans une série difficile de l'OM, sur la séquence, post, Auxerre, Lens, Saint-Étienne, Lille, Monaco, tout ça, il est impliqué et c'est un mec qui a participé à la 2e place et cette année, ils sont même pas déclassés, ils sont pas dans le classement parce que c'est 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 là, on a augmenté les standards, à un degré, c'est tu vois, on parle souvent du bilan de mercato en fin de saison, mais là, tu es obligé de dire même à la fin au début octobre que le mercato est flamboyant, tu vois? La blessure que de le Miquelina, le tu le vois? cap passé est quand même, le cap en termes juste de qualité et de quantité est quand même assez dingue et je pense qu'effectivement on n'a pas 9 mois devant nous pour, juste se dire: Ouais, «OK, il y a plus les limites qu'on avait». bah, c'est incomparable. Enfin, je pense que, tu vois, ça doit être dur pour un dirigeant de dire: «J'avais raté mon mercato». Mais quand Benatia, au bout de 6 mois, il sort Brassier, Okoné, Wai, c'est qu'ils disent que c'est sa faute ou pas sa faute, c'est pas ton problème parce que le foot le foot, c'est c'est compliqué, le 100 en mercato, il n'existe pas. Autant l'année dernière, il y avait beaucoup de ratés, autant là, cette année, alors chacun aura ses préférences, tu vois? Il y en a certains qui mettront tout le monde d'accord comme Vermeeren, je pense. Après, il y a d'autres joueurs qui feront débat, mais je suis pas sûr que enfin, je suis pas sûr qu'il y aura un raté sur le mercato d'été de cette année et le raté, en fait, il sera même pas un raté, c'est juste qu'il sera tout en bas d'une pile de mecs qui ont été flamboyants, mais quand tu vois l'apport de Weah déjà à l'octobre, ce qu'il a pu apporter, Vermeeren hier, O'Reilly, moi je le mets dedans parce que c'est pas un joueur que j'apprécie, mais le mec, il est là dans une séquence où tu fais, je compte pas Lorient parce qu'il rentre en jeu,
mais il est là contre Paris, il est là contre le Real, heu, il est là contre, Strasbourg Strasbourg et l'Ajax. et l'Ajax. Aubame, tu vois, enfin, combien de buts? 3 déjà? 4? Ouais, c'est ça, 4 trois buts quatre, ouais, c'est ça, 3-4. 4 buts, 2 passes D? De hier déjà. Donc Peshao, que tout le monde commençait à esquinter, il a mis son doublé hier contre contre je crois sa victime favorite, dans le monde européen. Donc c'est Et tu le sens qu'il est encore loin en plus Peshao, tu le sens qu'il est encore loin physiquement, hein. ouais, tu sens que Parce que normalement, il lui met une vitesse au défenseur, quand il prend la profondeur là et tu sens que quand même moi ce qui m'a surpris, c'est qu'il est résisté, il est très, très bien résisté au retour, tu vois? mmh, Mais la vitesse de pointe, c'est pas encore ça. En tout cas, je retrouve pas son explosivité que j'avais vue notamment contre Milan en Ligue des Champions l'an dernier. Bah, mais tu vois, Après, c'est pas un un joueur mec particulièrement qui rapide, hein, Peshao, pardon, mais c'est pas un joueur très Non, rapide, mais hein, très explosif. non, oui, sur les il est très explosif premiers mètres, ouais. sur les premiers appuis, mais sur une longue distance, sur une course qui comme hier sur le but, je pense que dans les compiles qu'on voyait déjà à Feyenoord, c'est pas un joueur qui est une bombe de vitesse comme peut l'être un Robinho Vaz, par exemple. Donc effectivement, je suis d'accord avec toi, hein, sa course hier, elle est parfaitement jouée. Il passe directement depuis le défenseur et il le maintient à distance pour pouvoir enchaîner sa frappe qui est clinique. Mais il y a beaucoup de supporters, j'ai l'impression, qui s'attendaient vraiment à un joueur super rapide dans les grands espaces. C'est Ouais, mais pas il est pas le aussi lent, profil il est pas du aussi joueur. lent. il cavale, hein. Ah Il non, est pas Non, aussi non, il lent. cavale, ça hein. je suis Franch d'accord. C'est gros volume de jeu, grosse explosivité dans les premiers appuis, mais je suis d'accord qu'il y a peut-être, Et c'est un pas optimum forcément ce qu'on physique va lui à demander trouver. quoi qu'il arrive. La position dans laquelle il se trouve hier, elle est En plus, excellente et d'ailleurs on sent que c'est travaillé, mais on va sans doute pas lui demander de la pousser sur 30 mètres avec quelqu'un à côté de lui et juste, d'essayer de faire un duel de vitesse pour aller, savoir qui sera le 1er dans la surface pour aller allumer le gardien. Je pense pas que ce soit exactement. là-dessus, qu'on l'attend. Pour revenir sur les perfs, individuels, bah, tu as commencé à en parler. Moi, ça faisait partie des questions que je voulais vous poser. Hem, du coup, je vais donner la parole, par exemple, à Opti. Greenwood, définitivement un cap passé ou pas sur ce qu'on a vu depuis, je vais même heu, élargissons au début de saison, pas forcément sur la dernière séquence, mais moi, je sais pas si véritablement il va être là dans cette configuration physique, mentale, sur toute la saison. Qu'est-ce qui te fait douter, Max, avant qu'Opti réponde? Est-ce qu'il l'a déjà fait une fois dans sa carrière? Est-ce Une qu'il le première fois à faisait à tout. Manchester? Alors c'est un jeune joueur, il y a pas de souci par rapport à ça, mais est-ce qu'il a assez de concurrence aujourd'hui? Est-ce que tu vois, tu parlais d'Højbjerg qui est, entre guillemets «un peu plus remis en question» ou qui va avoir, peut-être moins de temps de jeu et encore je suis pas forcément convaincu de ça. Mais est-ce qu'aujourd'hui, Greenwood est pas le deuxième derrière Rooney? Ou le troisième, allez après, Balerdi ou Haggard, ça se joue, mais en tout cas offensivement, est-ce que c'est pas le premier coché par De Zerbi? Et est-ce qu'il restera pas, quoi qu'il arrive, le premier coché par De Zerbi, le jour où tu auras un vrai match à jouer avec de l'enjeu? Est-ce que ça, c'est pas un frein pour un joueur qui devait passer des caps sur plein d'aspects, notamment celui du travail défensif? Ils ont quand même Quoi lourdement insisté là-dessus tout l'été et j'ai l'impression que c'est quand même la et il le thématique rend qui très revient bien. tout le temps et pour le Ah moment, mais il le rend, hein. il le rend très bien depuis le début de saison, il est irréprochable sur ce volet-là et après, personnellement, je partage pas forcément tes doutes, sur la capacité de De Zerbi à le mettre sur le banc si nécessaire. Il l'a déjà fait l'année dernière, sur une période où il estimait que lui et Luis Enrique, s'entraînaient pas correctement et à l'entraînement, ils mettaient pas l'intensité nécessaire, selon lui. Donc s'il l'a fait dans une année où on était hyper dépendant de lui et où il nous a quasiment portés à cette deuxième place, j'ose espérer que cette année, avec un banc de touche beaucoup plus fourni et surtout des solutions, qui peuvent lui apporter satisfaction, ça me surprendrait beaucoup qu'il ne le fasse pas. Moi, en fait et je vais ouvrir, mais je vais vous laisser répondre sur Greenwood, mais j'ai un peu le même avis sur Højbjerg ou sur Greenwood ou sur d'autres. Je pense que, indépendamment de ce que veut dire De Zerbi, au sujet des statuts, fatalement, il y a des statuts et qu'il y a des mecs que tu bougeras difficilement, sauf, dinguerie. Il y a quand même des mecs que tu bougeras pas trop et on l'évoquera peut-être quand on fera les prochains épisodes, alors sans trop spoiler le contenu,
pendant les trêves, mais on fera des débats un peu plus ouverts, on aura moins de matchs analysés, donc on ouvrira sur plus de thématiques. Mais Rabiot l'aurait été, Greenwood l'est, Højbjerg l'est et peut-être que Balerdi l'est aussi. Je suis pas Pour d'accord, moi, il y a des statuts et il y a une sorte de conseil des sages et qu'indépendamment de ce qu'il peut hurler quand on voit des séquences d'entraînement, je pense qu'il y a des statuts. bah, Mais il y c'est a un point il de y a vue force perso. J'attends qu'il il y a me force peut-être qu'il il y a forcément des statuts max, d'un côté tu as raison, mais encore une fois, tu es tellement surpris par les compos de De Zerbi d'une semaine à l'autre que tu te dis: «Bah, ça m'étonnerait pas que, je sais pas, Greenwood mange 2 bancs». Après il faut aussi nuancer le propos, c'est qu'il y a statut et statut. Tu peux avoir un statut de mec, qui puisse être mis sur le banc pour 2 matchs, mais pas plus. Et je pense que Greenwood fait partie de ces mecs-là, dont on attend une réaction sur, je sais pas, de façon épisodique sur un match ou 2, mais qu'effectivement il fera pas tout le banc. Mais par contre, je pense qu'aujourd'hui, tu as quand même la matière pour le faire un peu plus souvent si besoin. Tu as Ahmed Traoré qui peut jouer à peu près de partout devant. Tu as éventuellement Aubameyang, Gouiri, c'est pas non plus scandaleux de les envisager sur l'aile droite, même si c'est pas l'idéal. Tu as surtout Timothy Weah qui a été recruté aussi et qui est capable de le faire. Tu as Peshao quand contre Strasbourg, hein. Peshao contre bon, qui a pas été bon, mais en tout cas à droite, moi je trouve, mais encore une fois, quelle est la représentativité de cette perf, sachant que tu le mets à droite et que physiquement il est pas au point? En fait, tu as suffisamment d'options pour te dire: «Ben, si je veux le mettre sur le banc parce qu'il y en a besoin et que ça arrive un peu plus souvent que l'an dernier», tu peux le faire. Mais là où je suis d'accord avec Younes, c'est que en fait, cette application défensive, on l'a jamais vu comme on l'a jamais vu aussi être régulier dans entre guillemets «les déclics». Mais dans les 2 cas, tu es sur des premières et il envoie quand même des signaux qui sont quand même assez dingues parce que, ne serait-ce que sur ce 90 minutes, il a maintenant une régularité dans le contenu et dans l'application qui est complètement différente d'avant. C'est qu'avant, il allait peut-être faire deux trois pressings, deux trois retours par match. Maintenant, c'est quasi systématique et c'est même plus que ça, c'est que c'est l'un des meilleurs, en fait, dans le registre offensivement. Il y a pas un offensif aujourd'hui qui est peut-être plus engagé défensivement que lui. Enfin, je me souviens encore de coups d'épaule qu'il met et des récupérations qu'il met hier. Mmh. Sincèrement impressionnant. Mais d'où la question parce qu'on a vu quand même que, bah, on pouvait gagner, un ballon d'or sur le tard en comprenant certains aspects de son métier. Donc est-ce que Greenwood, n'est pas aussi en train d'apprendre? D'où la question du cap passé. N'est pas aussi en train d'apprendre et de prendre du plaisir peut-être aussi. Parce que au delà d'apprendre et de comprendre que pour l'équipe c'est sympa, pour qu'il puisse faire ça sur, un moyen et long terme, il faut qu'il y retrouve quelque chose. Il faut que lui-même dans ses perfs passe un cap, qu'on le vou par exemple hier, c'est celui qui a la ligne de stats la moins fournie, mais c'est peut-être, l'un des plus essentiels des 3 devant. Dans le jeu et dans ce qui est demandé par De Zerbi. Complètement. Est-ce que si lui ne trouve pas du plai enfin, si lui se plaît dans ce rôle-là et se trouve plus encore plus indispensable que quand juste il mettait des pénaltys, je caricature, mais que quand juste il scorait l'an dernier et il était le meilleur buteur, OK, très bien, mais de temps en temps, on le voyait pas pendant 90 minutes. Pour qu'il tienne mentalement, je pense qu'il faut qu'il y prenne du plaisir ou qu'il y trouve un intérêt. Va-t-il le Moi, je pense trouver? Ça, c'est lui je qui a pen les clés. je pense que c'est déjà le cas. Honnêtement, je suis un peu psychorigide moi sur ça, les états d'âme des joueurs, j'observe beaucoup à chaque fois leurs réactions, sur les buts, qui célèbre avec qui, quand ils s'échauffent, quelle intensité ils mettent dans l'échauffement, Je confirme. après le match, quelles déclarations ils tiennent et cetera. J'ai déjà vu des Opti matchs pour en avec lui témoigner. cette année, je confirme. Opti pour en témoigner et honnêtement, Greenwood, du coup, il est passé à la loupe hier soir, il y a pas dérogé et il est juste super heureux. Enfin, honnêtement, sa communion avec le groupe sur chaque but, c'est un des premiers qui vient féliciter le buteur. Il a une très bonne relation avec Aubameyang, avec Haggard qui vient lui parler également juste après son but pour lui donner des consignes. Il l'écoute alors que le stade entier est occupé à scander son nom. Moi, honnêtement, je pense qu'il prend beaucoup de plaisir et qu'il est ravi, pour la première fois de sa vie de faire partie d'un projet aussi important parce que à Manchester United, il était jeune, c'était un peu un rookie et même s'il était très bon, il a eu de très bons matchs. C'était pas une pièce essentielle de Manchester United, même si sur la période Covid, il a quand même enchaîné beaucoup de titularisations. Là, pour le coup, il est dans la pleine possession de ses moyens, dans la fleur de l'âge. Il a la chance d'être dans une équipe comme ça et j'ai l'impression qu'il en a conscience et je pense qu'il a une très bonne relation aussi avec des arbitres. Donc moi, j'ai le sentiment que déjà, sur cet échantillon de match qu'on est en train de voir, où effectivement il a beaucoup travaillé défensivement et cetera, j'ai l'impression de le voir vraiment heureux et épanoui dans cette équipe-là, donc j'ai la prétention de penser que ça va durer Bah, ou peut-être la naïveté de penser que ça va durer. pour moi, déjà, il y a 2 points. C'est que, déjà, comme l'a dit, Younes, il a une bonne relation avec le coach et bon, quand ça fait 1 an, là, ça va bientôt faire 1 an et demi que le mec te fait des papouilles, au bout d'un moment, naturellement, tu as envie de lui rendre et il y a un deuxième point, c'est que,
le match contre Strasbourg en point culminant. L'OM sans ballon cette année, de par le est-ce que c'est plus de travail ou est-ce que tout simplement, c'est beaucoup plus facile d'aller chercher Yepero avec, enfin je sais pas, on a parlé du gap de l'effectif, sur la ligne défensive, c'est peut-être le secteur où on s'est le plus amélioré. Même si même si je crois que plus on va découvrir les recrues, plus on va les voir enchaîner, on va commencer à discuter de quel secteur a le plus été bonifié. Mais l'OM est bien meilleur dans le pressing et c'est quand même plus facile d'expliquer à un mec que faut qu'il presse parce que sinon il met le système, il met toute l'équipe, dans le trou, que lui expliquer qu'il faut qu'il presse alors que ton équipe c'est du gruyère. C'est bien beau des fois de forcer la passe, de l'année dernière, tu vois, de lui demander de presser, mais le mec se dit: «Bon, les défenseurs savent pas défendre, pourquoi moi je devrais défendre?» Et même moi un truc sur le match d'hier qui est génial, j'ai pas souvenir d'un but de Greenwood, aussi où en fait on lui demande aussi où on met aussi peu son talent on demande aussi peu de talent et Où on le sert. On l'a littéralement servi. on récupère Hypero. Il fait un appel derrière la ligne défensive, on le met face au gardien, on lui dit: «Tiens, t'en as donné des milliers toi, te tu es allé les chercher, par des frappes de 25 mètres et tu nous as sorti de situations compliquées. Là tiens, prends ton but en Ligue des Champions, marque ton je sais pas combienième but de la saison, je sais même pas combien de DGA il est déjà. Ça doit être le Il a premier 7. Marseillais. Il a 7 en 8 matchs. 7 en vrai GA, c'est-à-dire, Ouais, but, ouais. passe, D. Ouais, ouais, 7 en 8 matchs. Sans compter l'avant-dernière passe pour Pavard, sur le but de Murillo et D'ailleurs, ah la on finition est dingue Oui, il est d'ailleurs hier, hein. impliqué de toute façon, toutes les je semaines. me moi franchement, je me fais pas d'inquiétude sur le je comprends ton inquiétude Max, parce que, c'est peut-être pas un mec je comprends le manque de fiabilité qu'on peut ressentir de sa part ou autre, mais moi je suis pas trop inquiet de par en fait d'être noyé dans le collectif. Moi je me posais la question, je me dis: «Si on prend, on sort, un des flops de l'année dernière, on prend Brassier par exemple. On prend Brassier cette année, on le met à la place de Medina dans cet effectif-là. On touche à rien de l'effectif sauf Brassier Medina. On est sûr que Brassier il flop comme l'année dernière? Moi, je suis pas certain et le niveau collectif, fait que n'importe quel mec qui a floppé certains mecs qui ont floppé l'année dernière, ils seraient beaucoup mieux cette année. Donc je m'inquiète pas. Franchement, je pense que le niveau collectif, pousse tout le monde vers le haut et Greenwood en fait partie. Et justement, le niveau collectif pousse tout le monde vers le haut. Depuis, je dirais une petite semaine, j'ai l'impression que en tout cas les 2 matchs sont estampillés aussi Aubameyang, que ce soit dans l'implication, statistique comme, dans les réalisations, pures, même, l'ambiance, le côté ça a l'air d'être, aussi une âme dans cette équipe-là. Hem Je veux bien votre avis déjà sur sa rentrée contre Strasbourg, match qu'on a peu évoqué pour le moment, qu'on peut d'ailleurs, sur lequel on peut revenir un petit peu dans vos propos, hein, il y a aucun souci. Je veux bien votre avis sur sa rentrée contre Strasbourg, sur son match d'hier et sur indépendamment, peut-être qu'on l'évoquera dans 5-10 minutes quand on aura fait le tour d'Aubame, mais et quand on fera la preview de Metz d'ailleurs, de Gouiri. Que doit-on penser et que même lui doit-il penser, dans cette situation-là où, à mes yeux en tout cas, il partait comme numéro un en début d'année, même si ça allait tourner, on connaît Aubame et cetera, mais le statut de Gouiri qu'il avait acquis en deuxième partie de saison, lui proférait pour moi un léger avantage sur cette position de numéro 9. Je dis pas que ça tourne et on le dit de toute façon depuis 1 heure qu'on enregistre. On aura besoin de tout le monde, il y a assez de matchs pour tout le monde et on est convaincu qu'en tout cas, Gouiri-Aubame, il y a pas de souci c'est pas un souci de talent, les 2 en ont et les 2 seront importants. Mais justement, voilà, la semaine d'Aubame, c'est quand même la semaine d'Aubame et j'ai eu cette sensation que, je suis peut-être biaisé parce que j'étais au stade, j'étais à la méno. Sans dire que j'y croyais plus à un quart d'heure de la fin, par rapport à tout ce que ça a impliqué et par rapport à tout ce que son but a changé, merci Aubame quand même, à Strasbourg. Malgré une rentrée qui est quand même mi-figue mi-raisin, hein, dans l'absolu. Mais il y a plusieurs choses à dire en fait sur Aubameyang et c'est pour ça que c'est passionnant aussi. C'est que déjà son recrutement il était nécessaire.
Son recrutement était nécessaire. Pourquoi? Parce que Gouiri, je pense, avait besoin de qu'on lui mette quelqu'un dans les pattes, pour plusieurs raisons. Parce que c'est un attaquant qui n'a pas forcément été régulier sur l'ensemble de sa carrière et qui a besoin aussi, je pense, d'être piqué. Benassia, il me semble, l'avait dit dans une sortie sur Gouiri, tout en louant ses qualités. Et d'autre part, je pense qu'Aubameyang a été exceptionnel depuis qu'il est là et il ne faut pas avoir de complexe de mettre l'un ou l'autre sur le banc. Et en même temps, il faut aussi préparer la suite parce que je ne sais pas ce que vous en pensez, aussi bon qu'a été Aubameyang et moi j'ai rien à lui reprocher dans le contenu. Il n'a pas la même dimension physique qu'avant, je trouve. Il n'a pas la même dimension physique qu'avant. Je trouve qu'il est encore très utile dans la profondeur, il a encore la vitesse pour le faire, mais sans ballon, parfois c'est compliqué. Je me suis amusé à le regarder de temps en temps et c'est vrai que les efforts défensifs parfois c'est quand même dur, particulièrement quand il est sur le côté gauche et je pense que tu dois utiliser au bas sans oublier le fait que tu dois avoir un horizon où tu le dépasses et j'aimerais bien que évidemment, il soit dépassé par Gouiri. De Zerbi a une sortie intéressante sur Gouiri lors de la conférence de presse d'avant-match face à l'Ajax, où il disait que bah, c'était pas un bombeur, c'était pas un joueur de profondeur, etc. Mais que c'est un joueur qui savait très bien garder le ballon. Et je pense que cette exigence-là, on doit l'avoir envers Gouiri. J'ai aucun doute sur le fait qu'il l'ait et que c'était une déclaration pour venir au secours de Gouiri. Je pense que Gouiri a les capacités, peut-être pas comme Aubameyang, mais d'être utile. Et je dis pas indispensable, mais je dis utile dans la profondeur. Parce que je pense pas que ce soit un mec hyper rapide, mais c'est pas le mec le plus lent du monde non plus. Et je pense qu'il a des qualités d'inspiration et d'appel qui sont suffisamment importantes pour prendre cette seconde d'avance et aller au but sans être trop rattrapé ou du moins avoir le temps de résister 1 ou 2 secondes. Petit échange Peshao et Gouiri sur le premier but, moi ça me choque pas, hein. Exactement. Exactement. Et je pense aussi que dans le jeu, il t'apporte une contribution qui est bien plus régulière et intéressante qu'Aubameyang, que ce jeu de déviation, il est aussi capable de le faire. Parce qu'Aubameyang, c'est pas non plus un monstre physique, hein, dos au jeu. On l'a vu contre le Real Madrid où il a pêché dans ce registre-là. Donc c'est très bien qu'Aubameyang puisse être là et on est très content qu'il performe. En tout cas, c'est mon avis. Mais je pense que ça doit pas être une fin en soi et qu'on doit aussi s'atteler à relancer Guéry. Ouais, pour le coup, c'est la recrue idéale, hein, tu as raison de le souligner, Marouane. On peut pas rêver mieux si tu te mets à la place d'Amine Gouiri. On te dit que ton poste va être doublé et tu apprends que c'est Aubameyang qui, est un mec super facile à vivre dans le vestiaire de toutes les images qu'on voit, qui apporte une bonne humeur, qui est toujours chambreur, qui a ce rôle de grand frère à la fois et tu sais qu'il vient, avec l'idée de prendre des minutes si jamais tu pas bon, mais aussi avec l'idée de t'apporter un peu l'expérience, qu'il a acquis au cours de ses différents passages dans des grands clubs européens. Donc pour le coup, moi, je me refu j'essaie de me refuser un maximum de les mettre en opposition et c'est pas du tout le sens de ta question, je l'ai bien compris. Mais même si tu prends le match d'hier, c'est une illustration parfaite de ce qu'est Aubameyang, même si on inclut le but contre Strasbourg. Je m'explique, la remise qu'il fait sur le but de Peshao, elle est extraordinaire techniquement. C'est cette passe pied gauche en pivot comme ça, en une touche, en maintenant les vitesses du ballon. Techniquement, c'est du haut niveau et dans le même temps, je regarde la première mi-temps, il y a beaucoup de sorties de balles où quand dans ton circuit préférentiel, tu dois le toucher dos au jeu dans le rond central, il y a du déchet technique, il y a des remises qui sont pas soignées, il y a des ballons qui sont perdus, et qui permettent pas justement au bloc de s'oxygéner. On l'avait déjà particulièrement souligné contre le Real et c'est là que Gouiri pour le coup lui, c'est un 10 sur 10 dans ce registre-là. Il est toujours bon, dos au but et il te bonifie tous les ballons, que tu lui donnes dos au jeu. Donc pour le coup, les 2 profils sont différents, les 2 profils sont intéressants, les 2 profils sont complémentaires aussi. On peut, être amené à revoir, je pense, sur les confrontations qui nous attendent, un Gouiri en 10 et un Aubameyang, en 9. Donc pour le coup, merci Aubin. Honnêtement, ton début de saison pour moi il est réussi. Tu justifies déjà juste le fait qu'on ait fait appel à toi. Il nous a sorti de situations, que ce soit contre le Paris FC où on doutait un petit peu, il te met un doublé. Là, hier encore, il est hyper décisif pour ta première au Vélodrome en Ligue des Champions. C'est exactement ce qu'on attend de lui en fait, c'est dès qu'on a besoin, dès que l'équipe a besoin d'expérience, a besoin d'un mec qui a des garanties, il est là, il te les apporte, il te les sert et je pense qu'il a l'humilité de s'effacer pour laisser place à Gouiri, quand il aura retrouvé le chemin défilé et qu'on aura besoin de lui dans certains contextes. Moi, je vous rejoins parfaitement sur le cas des 2, hein. Franchement, je trouve que les 2 font un très bon début de saison. Gouiri est très critiqué, mais sincèrement, il manque juste un but. Il manque, ne serait-ce qu'un but et on aurait une lecture, tout autre de la chose. Je commencerai à m'inquiéter s'il marque pas samedi. Mais je pense sincèrement que le fait qu'il est resté sur le banc pendant 90 minutes hier, c'est qu'il va démarrer samedi et de la même manière que, les pseudo-doutes sur Peshao, ont été balayés hier soir, si Gouiri marque, samedi, tu auras tout gagné sur le rush de Lorient à Metz. Donc,
je suis pas inquiet sur son cas. Et Aubame, comme vous l'avez dit, juste merci l'ancien, hein. Tu es venu exactement pour le boulot que tu es en train de faire. Heu les doutes de Marwan sur le physique, je l'entends. Est-ce que ça peut pas, s'améliorer avec le temps? Au fil de la saison, on peut aussi se poser la question, c'est pas Ouais, certain. c'est vrai, c'est vrai. Non, mais moi, Ou ça est-ce que ouais. tu Oui, parce qu'il sort quand même d'une saison certes pleine, mais dans un championnat où l'intensité est moindre. Bon, il va peut-être aussi C'est avoir 9 besoin kilomètres d'un par petit peu de match. temps. J'étais allé regarder les stats physiques en Saudi Pro League, c'est 9 kilomètres par match en moyenne pour les mecs qui courent Moi, le c'était l'attaquant plus. qui courait le plus. En championnat, c'est Non, pas l'attaquant qui pas lui, courait le pas lui, plus. je parle pas de lui, je parle vraiment des joueurs qui courent le plus dans Ah, le championnat. C'est 9 kilomètres en moyenne et c'est vrai que c'est un peu moins quoi, que les championnats européens. C'est pas les standards européens. C'est pas les standards européens, donc c'est aussi à noter. Donc à voir, même si tu es celui qui courait le plus vite, bah, à voir si, il arrive à reprendre un volume de jeu qui est satisfaisant. Et puis l'âge, simplement, le métabolisme qui fait que même si a priori il ouais, a lui lâché des petites stories pour dire qu'il serait là encore une dizaine d'années, c'est peut-être un peu contextuel. après, par rapport à ça, on n'a pas d'inquiétude à avoir. Je pense que ce débat, il vaudrait le coup d'être, discuté si on devait envisager de faire la saison pleinement avec Aubameyang et c'était notre seul neuf. Là, on sait parfaitement que ses «limites physiques» entre guillemets, on va parfaitement y pallier parce qu'il a pas vocation à être titulaire à tous les matchs et à jouer 90 minutes à chaque fois. Donc franchement, moi, j'ai vraiment aucune inquiétude pour ça et je partage son optimisme pour, samedi et pour Amine Gouiri. Pour le coup, je commencerai un peu à m'inquiéter un peu s'il marque pas samedi parce que ça va commencer à devenir assez pénible pour lui, je pense. C'est un Méditerranéen, donc forcément le corps ne ment pas. Il a du mal un peu à cacher ce qu'il pense et pour le coup, hier, j'ai vu, en tout cas quand, Deserbi a fait le dernier changement, qu'il était particulièrement déçu de ne pas entrer en jeu. Donc j'espère vraiment qu'il va réussir à transformer ça en motivation pour samedi et qu'on va avoir au moins un doublé de sa part pour lancer sa saison sur le point de vue, statistique. Dernière question, on l'a fait pas très longue sur le sujet parce qu'on y reviendra, je pense, c'est un cas qui fera débat, dans les prochaines émissions. C'est tiré d'une question qu'on a reçue du Swaggerisme, très beau pseudo. En 1 minute, les amis, est-ce que vous avez ressenti l'absence de Balerdi hier? Non, 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 sincèrement Tu as non. le droit à 1 minute, donc OK, tu peux prendre ta bah, minute. non, non déjà parce qu'il y a un clean sheet et non parce que, bah, je pense pas que Balerdi était indispensable, cette saison. Donc heu, donc pas ressenti, voilà, simplement, clair et efficace. Je grappille 5 secondes de ma minute juste pour dire qu'il y avait un clean sheet contre le PSG et que Balerdi était là. C'est vrai. J'ai pas dit l'inverse, hein, je juste dis que comme il y a eu un clean sheet, on l'a pas ressenti. Voilà. Non, je Mais sais, je te taquine, Marwan. on aura un vrai débat. Voilà, si on peut spoiler un petit peu les 2 prochaines émissions sur lesquelles on est déjà en train de travailler, il y aura ce genre de débat, pendant la trêve. Voilà, ne boudons pas, ne grappillons pas sur les prochaines émissions. C'était juste vraiment pour, alors c'est contextuel aussi, c'est 4-0, mais je sais pas ce que tu en penses, petit? beh, admettons que la réponse, qu'on choisit soit le oui, parmi les auditeurs ou parmi les acteurs du podcast. Rappelons-nous ce que c'était la vie sans Leonardo Balerdi l'année dernière et en fait, toutes les 10 minutes, on peut faire la démonstration du gap dans l'effectif. Toutes les toutes les 10 minutes, on peut faire un pont sur ça et dire, qu'on a passé 3 étages en un été. Bah, c'est ma réponse aussi, c'est que Balerdi, non, n'est pas indispensable, mais c'est pas du tout lui faire injure, que de dire ça. C'est juste que j'ai le sentiment que personne n'est réellement indispensable dans cette équipe-là. La preuve, on vient d'apprendre que Medina est blessé 2 mois. On en a parlé 30 secondes avant d'enregistrer l'émission, on est vite passé à autre chose, alors que dans d'autres contextes et dans d'autres OM, ça nous aurait plombé le moral et on se serait mis un peu à compter les matchs, qu'il allait louper et cetera. Donc ça illustre parfaitement le fait que l'effectif, encore une fois, est de top qualité et de top quantité. Est-ce qu'on passe tout de suite à la prochaine rencontre ou il y a un petit truc à rajouter sur l'Ajax ou sur Strasbourg? On n'est pas beaucoup revenu. C'est vrai que quand c'est des podcasts où il y a 2 matchs, qui se sont passés, on privilégie celui qui est le plus proche de nous, ce qui est normal. Mais si vous aviez, préparé un petit truc sur Strasbourg, Younes? Juste un mot, pas sur Strasbourg, mais sur l'enchaînement, bah, là, Strasbourg-Ajax, on n'a quasiment pas mentionné Aguerd ni Pavard de tout le podcast. C'est bon signe. C'est un signe, non, mais oui, et pour moi, c'est un signe de notre embourgeoisement, parce que le match d'Aguerd d'hier soir encore, il est exceptionnel et je crois qu'on a déjà banalisé, en fait, ce niveau de performance pour lui.
On a l'impression de l'avoir en défense centrale depuis 10 ans à l'Olympique de Marseille. Que j'ai trouvé Heu, plus en difficulté vendredi quand même. C'était mon point aussi, on en a débattu avec Marouane, vendredi soir après le match, je l'ai trouvé un peu plus emprunté, mais si c'est ça ces matchs empruntés, bah, fais-nous en 34 dans la saison comme ça, je crois que ça ira à peu près. Opti, Ouais, la particularité peut-être pour le match de vendredi, c'est, joueur qui a passé beaucoup de temps en Espagne. Est-ce que l'approche, homme pour homme est un truc qu'il a beaucoup fait dans sa carrière? Ça peut peut-être expliquer la difficulté du match par rapport aux autres. Heu, voilà. Mais sinon, après il y a aussi le fait que Strasbourg avait déjà mis les mêmes ingrédients plus ou moins l'année dernière pour embêter l'OM et que cette année, bon, on a revu ce côté avec un seul mec qui était un peu solo sans pressing au milieu de terrain, qui envoie derrière, Bah, pourquoi? pour Emega qui va à 2000. Bah, On l'avait déjà vu l'an dernier, on l'a revu cette année, l'alignement, en j'ai j'abuse, mais je les ai rarement vus aligner les 3 en même temps. La faute à qui et cetera, enfin, la faute à on qui? aurait pu revenir aussi là-dessus. La faute à qui? Bah, je vais pas me relancer dans une tirade contre Balerdi ou, je vais rester dosé là-dessus. Mais pour moi, la principale erreur sur ce match, c'est le milieu de terrain. C'est le milieu de terrain, j'ai pas du tout aimé Højbjerg, O'Reilly, dans l'intention. Je pense que ça manque de verticalité, notamment pour couvrir une équipe qui court à 2000 comme Strasbourg et je pense que Vermeeren aurait dû débuter contre Strasbourg. En tout cas, moi, c'est ce que je proposais avant le coup d'envoi et ça nous fait peut-être un pont vers le 11 contre Metz, Mmh, Max. carrément. Moi, pour le coup, je peux proposer mon 11. Moi, je repars à peu près sur la même défense, sauf que je réintègre Balerdi, du coup, vu que Medina n'est pas là et je pense que Balerdi peut même, aussi sceptique que je peux être sur le joueur dans plein de contextes, je pense qu'il mérite d'être vu ou à la rigueur éventuellement CJ, mais je repars sur la même défense qu'hier, hormis que je mets Balerdi. Pour le reste, je partirais sur un double pivot Højbjerg, Vermaelen. Højbjerg-Vermaelen pour tester, voilà, je pense qu'O'Reilly, on l'a suffisamment vu, on a compris, il a enchaîné. Plus haut, je mettrais, Angel Gomes. Je pense qu'on aura quand même, la possession contre Metz, même si je suis pas extrêmement fan de Gomes aussi haut sur le terrain. Je pense quand même qu'il va le faire enchaîner et j'aimerais quand même revoir Vermeeren dans le double pivot, donc je vais décaler un petit peu Gomes et les 3 de devant, je mets Greenwood qui n'a pas joué, l'intégralité du match contre Strasbourg et qui, je pense, a besoin d'enchaîner parce qu'il est vraiment dans une super forme et tu as pas le loisir de t'essuyer l'épée sur ce match. Je repars avec Pashao à gauche qui a besoin d'enchaîner aussi après un doublé, je pense que de capitaliser sur sa confiance, ça peut être intéressant et devant, je mets Amine Gouiri. Donc même défense qu'hier avec Balerdi, plus Vermeeren, Højbjerg, devant Gomes, à droite Greenwood, à gauche Peshao et devant Gouiri. Donc peut-être qu'ils avaient peut-être optique, tu as peut-être un petit truc à dire là-dessus? Tu ferais quelque chose autrement? non, sensiblement le même 11, juste, à mon avis, on va revoir, parce que je pense que Metz va pas essayer de se bagarrer et va se mettre à 11 derrière. Donc je pense qu'on va jouer comme contre Lorient. Donc à voir si pour avoir une ligne de 6 offensif, il met pas Weah, latéral droit dans le back four, donc à voir s'il fait pas ça. Ah Mais pas ouais, ah sinon ouais, j'ai envie de revoir Vermeeren, ouais. envie de revoir Gomes aussi, envie de voir Gouiri. Greenwood, pour moi, il doit démarrer parce que tu vas pas il y a aucune raison de s'en priver sur ce match-là et Peshao, si on peut, là, il y a une petite étincelle, si on peut foutre le feu, faut le mettre en feu, quoi. Donc faut Mmh. qu'il démarre. Dernier match avant la trêve, on rappelle. Après on se retrouvera, si je dis pas de bêtises, le 18 au soir contre Le Havre. S'il est en forme, personne ne veut voir Nadir? Est-ce que c'est pas justement, un Si, match moi pour, justement, moi je l'ai mis. moi je l'avais mis, c'est pour ça. Déjà, assumons le fait qu'on va toujours se tromper sur les 11 puisque visiblement à partir de Il y aura jeudi, toujours une aime ou nous 2 surprises. surprendre. Vous le mettez où? Essayons essayons au moins de ne pas nous tromper sur l'animation. Je pars comme Marouane sur un 4-2-3-1 sur le papier avec en tout cas une défense à 4. J'ai Murillo, CJ, Aguerd et Emerson. CJ à la place de Balerdi parce que si Balerdi était incertain honnêtement sur un match juste avant la trêve, je le mettrais au frigo. On va pas prendre le risque de l'exposer plus que ça et CJ, Pour j'ai envie aussi justifier de de lui pas renvoyer le le message pour justifier de pas l'envoyer en Argentine aussi. Je exactement. toujours ça. Et le garder à la commanderie, ce serait bien. Et CJ fait une très bonne entrée, très sérieuse, donc j'ai envie aussi de lui renvoyer le message de: «Tu as été bon, Et prends pas de tes minutes encore une Pavard? fois». Non, Pavard au frigo, Pavard au frigo, je sais pas s'il va être appelé ou pas, Il va l'être, je dans pense. la liste de Didier Deschamps, donc par précaution, je le laisserai un peu au frigo, même s'il jouera peut-être pas beaucoup à Clairefontaine.
Et ensuite, Marouane demandait du coup où est-ce que j'incorpore Nadir. Pour moi, je pense que Vermieren peut parfaitement tenir le rôle que Kondogbia a eu contre Lorient. Je rejoins Opti, hein, sur l'approche du match à Metz, je la considère comme Lorient et je pense qu'on doit avoir une animation similaire. Donc je pense que lui peut tenir ce rôle devant la défense, un peu de nettoyeur et on a vu qu'en termes d'intelligence tactique, c'était très fort. Gomes à côté de lui dans le double pivot ou à côté de Nadir. Du coup, en tout cas, j'ai Vermieren, Gomes, Nadir au milieu Moi, j'avais les avec 3 beaucoup mêmes, de ouais. mouvements entre les 3 et après, j'ai la même chose que vous devant, hein, Greenwood, Max. Tu parlais tout à l'heure du doute sur le fait que, le doute que tu peux avoir sur le fait qu'ils prennent du plaisir à ça. C'est typiquement ce genre de match que tu vas lui donner du plaisir si jamais c'est l'individu, qui a besoin de se nourrir par les stats, bah, donnons-lui ces stats-là et Metz est une victime parfaite pour ça. Peshao parce que comme vous l'avez parfaitement dit, paraphraser Opsi qui l'a parfaitement résumé, il y a une étincelle, foutons le feu et Guiri devant, pour les raisons qu'on a évoquées avant. On est tous d'accord pour Guiri, d'ailleurs. Mais Oui. juste un truc, Nadir est fit ou hier c'était un réajustement par rapport à Medina? Faute de réponse, j'ai considéré qu'il était fit. Moi j'ai pas aimé Pareil. perso hier, j'ai pas trop aimé Nadir, personnellement au milieu de terrain. Moi, je l'ai pas trouvé génial. C'est pour ça que presque je voulais le relancer samedi dans un match où tu auras beaucoup de ballons, sur laquelle, enfin, lui, on a vu qu'il pouvait frapper de loin. C'est quelque chose qui manque, je trouve, parfois contre certaines équipes et s'il est fit, effectivement, le fait de l'avoir sorti à la 45e pour des raisons, technico-tactiques, du coup, s'il est fit et de ne pas le faire jouer dans une rencontre qui sur le papier en tout cas est quand même, très, très favorable. Toujours dans cette idée d'avoir tout le groupe avec toi, je trouve pas que c'est un gros risque de le remettre dès samedi. Bah, pour le coup, Vas-y. si vous n'avez pas vraiment apprécié son match d'hier, ce que je peux entendre, hein, c'est pas un match, où il a éclaboussé la rencontre de son Il était talent. brouillon en Je vous fait, invite à le il passer était brouillon. je vous invite à le passer au crible du match d'O'Reilly au Real, parce que pour moi la configuration est la même, c'est un rôle de faux 10, c'est un 10 défensif, plus qu'un 10 offensif. Tous les ballons ne passent pas par lui, il est pas en charge d'organiser le jeu, donc c'est vraiment pas un rôle de 10 tel qu'on peut se l'imaginer, communément. Passez-le au crible et comparez-le avec le match d'O'Reilly contre le Real, même si c'est une adversité différente bien entendu. Et je vous assure que le match de la première mi-temps de Nadir hier est très bon dans ce sens-là. En fait, il touche très, 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 très peu de ballons hier. Et il est brouillon moi je Et trouve. ce qu'il a, il les négocie très bien, Il est plutôt bien. moi J'ai refait la première mi-temps encore aujourd'hui tout à Ouais, l'heure, oui. avec justement cet a priori-là, j'avais le sentiment qu'il était un peu moins en vue et que techniquement et au final, techniquement, ça reste très juste. Il vient chercher des ballons dans le petit jeu. Honnêtement, c'est une bonne première mi-temps de sa part dans le rôle que De Zerbi lui a assigné. Moi, sur son match, je suis plutôt d'accord avec Younes, mais je suis partagé entre le fait d'être, tu vois, d'avoir ce rapport-là avec son match et l'exigence que j'ai avec lui parce que pour moi, c'est un joueur qui peut prendre, qui a le potentiel pour prendre une autre envergure, cette saison et même dans la suite de sa carrière. Donc, moi, je rejoins Younes, je pense que si on devait faire des notes, je sais pas, un petit 6/10, tu vois? C'est pas excellent, mais c'est loin d'être mauvais. Heu, mais si moi, j'aimerais bien, comme vous avez dit Max, vous espérez qu'il soit Max et Younes, vous espérez qu'ils soient reconduits. Moi, je rêverais du milieu que vous avez évoqué, mais en tant qu'enfant, j'en rêve, en tant qu'adulte, je n'y crois que très peu. Max, tu as pas évoqué ton milieu d'ailleurs, ta Les compo, les les c'était 3 mêmes que toi. OK. Les 3 mêmes que toi. J'aurais presque poussé le vice, mais en tout cas, j'espère que Vaz et Bakola auront du temps de jeu si le scénario le permet en seconde période. Au moins Vaz. J'ai Bakola, je pense pas, mais Vaz, oui. j'ai vu le match il y avait un match, le match de Youth League était diffusé. Je pense que pour mériter des minutes en pro, il faut faire un peu plus, dans des matchs de 19 d'avril et je pense que Benatia va pas le récompenser, Ouais, je pense qu'il s'entraîne avec il a pas fait un match dégueulasse, Bakola, surtout en première période? franchement, Dans l'état d'esprit, honnêtement, il est plutôt bien. Il est sur les il est sur les 2-3 buts de Il est pas l'OM, arrivé quoi. ouais. Enfin, c'est lui qui ouais, provoque le coup Il est franc il est de après Abdallah. après, si Opti me dit qu'il a fait un mauvais match, je vais l'écouter. Moi, j'ai jugé que sur l'attitude pour le coup, parce que je l'ai pas assez vu en jeune et je sais pas à quel point il éclaboussait les rencontres, en jeune, mais dans l'attitude, en tout cas, il avait pas l'air triste d'être là et j'ai trouvé très Mais honnête tu l'as vu dans Younes? les efforts qu'il a fait. Quand en Youth League là? Ouais, j'ai vu le match en Youth League. Bah, Ouais, je l'ai vu. il était pas dégueu moi je trouve, il a fait Oui, non, mais non, mais j'ai le même regard que toi, mais en fait, Opti l'a tellement vu en jeune qu'il sait ce qu'un Bakola en feu peut faire en jeune, donc je pense que c'est pour ça qu'il a ce il peut regard-là. pas être dégueu, tu vois? Et il est trop fort pour être dégueu. Mais, heu, pour moi, il doit te faire gagner le match, tu vois?
Genre, sans faire injure à l'Ajax, c'est l'exigence qu'on doit avoir avec un mec comme ça, c'est que un match où il est encore en 19, c'est un match où il doit voler, vraiment voler, tu vois? Et c'est Ouais. pas un mauvais match, mais il doit marcher sur les matchs du jaune. Ouais, ouais, bah, écoute, moi, je crois qu'il est sur 2 des 3 buts de l'OM. J'ai trouvé intéressant. Après, oui, effectivement, la prestation, elle est inégale sur 90 minutes. Après, bon, ils se prennent aussi des buts parce que, le gardien était pas au niveau, tu vois? Contre le Real Ouais, de non, Madrid. je mets pas la défaite sur lui, mais c'est un mec qui c'est vraiment un pied qui doit marcher sur, ce genre de match-là en Je long, en comprends, large. je comprends, je comprends. Et en parlant de marcher sur l'adversaire, quelqu'un pense que Metz est un bourbier ou pas du tout? Je les ai vus jouer, moi non, pas du tout. Je suis Alors désolé. moi, Ils ont pas voilà, gagné ils ont pas gagné de la saison si je me trompe pas, on est d'accord? Il me semble pas, ils ont fait 0-0 en tout cas dernier match. ils Il ont 2 manquait plus points. que ça qu'ils prennent leur première victoire contre nous quand même. Non, c'est fini ça. Ce serait très OM, mais Et non. voilà, est-ce que ça, c'est terminé? C'est fini C'est ça. terminé pour de bon? Non, C'est fini. non, non, on arrête avec Ah ça. oui, donc Non, c'est ils ont 2 points. Les 2 points, ils les ont récupérés à domicile contre Angers et Le Havre. Ils Voilà. sont derniers, quoi. ouais, Et ils sont Ils ont pris derniers. 3-0 contre Lyon, 5-2 et contre contre le Havre, ils Monaco, doivent perdre. En toute honnêteté, ils doivent Et perdre. contre Le Havre, même contre Angers, c'était pas génialissime. À la 30e minute, ils doivent se dire: «Bon, il en reste 60, comment, le temps va être long». C'est ça l'objectif qu'on doit avoir. Leur match le plus abouti, ça reste Monaco, à mon sens. Et La effectivement, c'est un défaite match, est dure. c'est peut-être le pire match de Monaco, même si le 5-2 est ultra flatteur pour les Monégasques. Beh, C'est Il celui dans traduit lequel pas ils ont du mis tout le plus d'années. ce qu'a été ce match-là, effectivement, je suis la d'accord. Mais différence on n'est entre pas nous et Mona Monaco, on n'est pas Monaco non plus. c'est que nous, on est une équipe qui gagne 4-0 en Ligue des Champions et qu'eux, c'est une équipe qui perd 4-0 en Ligue des Champions. On va Donc voir ça ce soir, hein, contre City. Au moment où vous écouterez ce podcast, peut-être que le City Monaco aura été rigolo. Petit prono avant de nous laisser? Marouane, on t'écoute, 4-0. hein. Bah oui, On va mais on va 4-0 on va après sec. ce faire sera le on va score, faire Marwan, on va contrôle commencer C, comme ça. contrôle C, contrôle 4-0 V. sec de nouveau. je surenchère 0-4. 5. Allez, 5, il a dit au petit. Alors, je vous assure que j'avais mis 4-0, j'avais préparé avant, j'ai mis 4-0, je me sens obligé de changer, je vais dire 0-3 du coup. Non, dis 4, il y a pas de souci, tu as le droit de t'inspirer des meilleurs, il y Non, a pas non, de je souci. suis joueur. C'est la première place, je vais pas la récupérer si je mets le même prono que toi, Marouane, donc 0-3. Et quitte à être dernier de chez dernier, on va dire 0-2. Là là, les Toujours ennemis le du club. petit joueur, celui Ennemis du club, Maxime. qui a peur de vivre un mauvais samedi. Je vais le voir pile en sortant de Delaune où j'aurais, à mon avis, vu un mauvais match de Ligue 2. J'espère que ce sera un peu mieux quand je vais rentrer à la maison. OK, Merci les amis, encore une belle heure et demie. merci à vous. Merci. Merci à Et vous. merci à l'Olympique de Marseille. Et puis, on vous rappelle, hein, n'hésitez pas à nous suivre sur toutes les plateformes audio. On a vu que YouTube, ça fonctionnait bien, donc merci de nous avoir poussés à le faire parce qu'a priori, il y a quand même des petites stats et vous êtes nombreux à nous écouter sur la plateforme, donc merci à tous et puis rendez-vous jeudi prochain, du coup, la semaine prochaine. Est-ce qu'on spoil un petit peu le contenu de la future émission ou Ouais, pas? on peut. Vu vu Et vu est-ce qu'on peut le du coup la dire fidélité que de nos auditeurs, je pense qu'ils le méritent très largement, Max, oui. c'est vrai, pour vous remercier des 4 premiers épisodes et de la réussite globale du projet depuis un mois, on va se retrouver sur la prochaine émission pour un petit conseil de classe de fin de premier trimestre. À la semaine prochaine les amis! À la semaine prochaine. Ciao, ciao. Bonne semaine.